Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Contournement, c'est la saison 10. On attaque, c'est le premier épisode de la saison... Non, qu'est-ce que je raconte de la saison 11. Donc vous voyez comment j'ai préparé. C'est ça, ça va être l'épisode 110. Donc voilà, c'est la saison 11. Bon, c'est complètement arbitraire les saisons, mais j'aime bien ce truc. Ça fait un point de référence. Donc on y va, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julien Mottet et Pierre Simolin, deux membres de la communauté No-Code France, très actifs, des évangélistes aussi du No-Code. Voilà, il y a plein de sujets qu'on apprécie. Vous le verrez pas dans le podcast, mais Julien a derrière lui un tableau en Lego Airtable. Voilà, donc ça c'est une des choses, je pense, qui nous unit. Voilà, on va parler de ces outils des d'Ops, de no-code en général, et puis on va parler aussi du freelancing, puisque vous êtes tous les deux freelance, consultants, vous me direz le terme que vous préférez d'ailleurs, voilà, parce que vous avez plein de choses intéressantes à dire, donc ça sera vraiment un des focus, et puis j'ai envie de savoir aussi un petit peu avec vous, votre vision de l'état un petit peu du no-code, et puis l'avenir aussi, est-ce qu'on a un bel avenir devant nous, qu'est-ce qui va changer, et tout ça. Avant qu'on commence, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, voilà, donc en commençant peut-être par Julien. Bonjour Alexis, bonjour à tous, merci. Donc moi je m'appelle Julien Mottet, j'ai 39 ans. À la base je suis ingénieur, j'ai fait une école à Paris d'ingénieur généraliste. Mais mon parcours a été assez chaotique, on va dire, avant d'être freelance no-code. Je faisais pas de tech à la base. Je suis allé aux États-Unis travailler pour Siemens, mais ça s'est pas très bien passé. J'ai bifurqué dans l'agroalimentaire, j'ai fait une thèse que je n'ai pas soutenue. Ensuite, je me suis retrouvé à faire de l'animation de club d'entreprise. Donc ça m'a permis de rencontrer des entreprises, de comprendre leurs besoins. C'était sur la thématique du développement durable, donc rien à voir avec le dev. Mais au cours de mon travail avec des sociétés, j'ai commencé à me réintéresser à la tech et j'ai fait le bootcamp du wagon. Ça, c'était en 2018, donc 10 ans après être sorti d'école, euh, tout en continuant à travailler dans l'animation de clubs d'entreprise. Et en 2020, 2019, ma structure allait disparaître. Et donc, je devais réfléchir à ce que j'allais faire après. J'ai essayé de faire un peu de conseil en développement durable qui était mathématique avec les entreprises que je connaissais, mais j'ai bien rapidement senti qu'elles n'étaient pas prêtes à payer pour ça. Par contre, l'une d'elles avait des problématiques digitales et avec mon background un petit peu du wagon et puis le fait que je connaissais Airtable, j'aurais dit bah il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Et puis bah j'ai commencé à les aider et ça a été le début de mon histoire avec le no-code et le freelancing dans cette thématique. Ça a déclenché une carrière. Bah écoute, on va y revenir. Voilà. Juste par curiosité, pour comprendre, c'était quoi ton objectif en faisant le wagon ? Tu disais que tu t'intéressais à la tech, mais est-ce que tu t'étais dit à un moment, genre, je vais devenir développeur ou... Hum, je pense, oui. J'ai passé un ou deux entretiens, mais il faut savoir que les bootcamps, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ça te donne un niveau un peu junior. Et dans tous les métiers techniques, quand on est junior, c'est assez compliqué d'avoir du travail. C'est ceux qui ont 2 ans d'expérience qui, eux, sont très recherchés par les entreprises. Donc, j'avais ce positionnement de junior après le wagon, même si j'avais bien fonctionné, parce qu'en étant ingénieur, on y arrive bien. Et bon, j'ai passé un ou deux entretiens, c'était compliqué. Et donc, j'ai préféré rester là où je travaillais. C'était, on va dire, la situation de confort. Ça restait tel que c'était avant. Et c'est par la force des choses que je me suis retrouvé à faire de la tech. Et finalement, je suis très content d'avoir fait le wagon parce que tu acquiers les bases techniques au niveau des API, même des outils pour bien faire du no-code. Donc voilà, c'est...
Carrément. Bah écoute, on y reviendra, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse de savoir ce qui aujourd'hui, tu vois, te sert dans ce que tu as appris peut-être à l'époque, et aussi de voir comment est-ce qu'on peut apprendre ça maintenant, parce que tous les no-codeurs et les no-codeuses pourront pas forcément faire le wagon pour ensuite avoir ces compétences. Mais on pourrait revenir. Mais alors, avant, peut-être, Pierre, si tu peux te présenter aussi un petit peu pour qu'on voit ton parcours et qu'on compare éventuellement. Merci Alexis, bonjour à tous et tous. Alors moi, on va dire mon histoire commence et termine un peu comme celle de Julien. Entre les deux, c'est pas tout à fait la même chose. Je suis aussi ingénieur de formation. Rien à voir avec l'informatique, mais quand même en école et même en prépa un peu. J'avais codé et d'ailleurs j'aimais beaucoup ça et je m'étais un peu chauffé pour apprendre des choses en autodidacte. J'avais fait du VBA, ce genre de choses. Et puis, donc ma formation était dans le génie industriel. J'ai pour autant jamais mis les pieds dans l'industrie. Me suis assez rapidement orienté dans le domaine du web, mais plutôt côté business parce que j'avais pas les compétences justement pour être côté technique, parce que savoir coder en soi c'est mieux que ne pas savoir coder. Mais c'est loin d'être suffisant si on veut développer des produits, des applications, etc. Moi, j'avais pas du tout ces bases-là. Je maîtrisais juste la logique, les logiques de code, etc. Mais pas du tout tout ce qui allait autour, des notions de base de données, d'architecture, etc. Donc j'ai été dans le domaine du web pendant une dizaine d'années. Dans un premier temps, en tant qu'employé, je gérais le pôle opérationnel et commercial d'une petite boîte. Puis après, en tant qu'entrepreneur pendant quelques années, donc j'étais CEO d'une start-up. Là aussi, vraiment côté business, mais finalement déjà, c'est dans la technique petit à petit que que je m'amusais le plus en fait, dans le sens où je gérais les opérations, je gérais la vente, etc. Mais en fait, ce qui m'amusait beaucoup, c'est déjà quand j'ai découvert Zapier, j'ai commencé à tout automatiser dans ma boîte. Donc je reliais notre CRM Pipedrive à tout un tas d'outils. Quand on crée un projet, etc. Enfin, on générait les factures automatiques aussi. Enfin, j'avais déjà automatisé beaucoup de choses. J'étais très loin de savoir que ça s'appelait le no-code. Peut-être que le mot n'existait pas encore à l'époque d'ailleurs. Pour moi, c'était vraiment du bidouillage, quoi. Je faisais du bidouillage, mais je m'amusais énormément dans ce bidouillage. Je faisais un peu de JavaScript aussi à côté, pour vraiment étendre des fonctionnalités très très spécifiques de notre produit. Et puis 2019, j'ai fait un burn-out, entre autres parce que j'étais à un point où ma boîte et ce que je faisais était en décalage complet avec ce que j'attendais, ce dont j'avais besoin. Et là, donc il y a après forcément une période de convalescence à juste remettre littéralement sur pied, vient ce moment de qu'est-ce que je veux faire. Et au début, je me suis lancé en freelancing dans les enquêtes en ligne, qui est, bon, j'en ai pas parlé, mais c'est un peu le métier fil rouge de mes expériences. Donc concevoir et gérer des questionnaires. Et je continuais à faire du no-code. J'ai découvert à ce moment-là le mot et le concept du no-code. Mais j'en faisais à côté pour gérer ma vie de freelance. Et ça, de plus en plus, on va dire, pris de l'importance dans ma vie jusqu'à devenir, j'allais dire ma vie, non, devenir ma carrière en tout cas. Un petit peu, ça, on pourrait revenir aussi sur l'implication que vous avez l'un et l'autre, d'ailleurs, dans la communauté No Code France ou dans la communauté, dans le mouvement No Code, même au global, avec tout ce que vous faites, les contenus et tout. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de similarités quelque part. J'ai envie de dire, vous êtes un petit peu devenu consultant no-code en quelque sorte par hasard. J'ai l'impression, enfin en tout cas, c'est votre chemin qui vous a mené à ça. Aujourd'hui, vous êtes parmi je sais pas comment le dire sans que ce soit trop la flagornerie, mais bon, des top consultants, en tout cas les gens les plus visibles dans la communauté, que vous bossez beaucoup, vous faites beaucoup de missions. J'ai envie de comprendre comment vous êtes passé de ce moment où vous découvrez les outils un petit peu sur le côté ou avec un premier client à vraiment consultant. Peut-être Julien, pour commencer, toi quand tu as eu cette première opportunité et que tu as eu besoin d'utiliser Airtable, est-ce que tu t'es dit je vais en faire mon métier? Est-ce que tu t'es dit je vais apprendre cet outil parce que ça peut me servir? Ou juste tu l'as fait et puis c'est venu comme ça?
Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à accompagner cette entreprise alors que je savais que j'avais 1 an devant moi pour avant que la structure pour laquelle je travaille disparaisse. Ok. Donc, et j'avais les mains libres. Je pouvais faire vraiment ce que je voulais. On me laissait faire ce que je voulais. Donc, euh, ça m'a, je me suis pas trop stressé. J'ai accompagné cette structure. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup. À utiliser Zapier, à utiliser Airtable, à connecter d'autres outils. Et puis, euh, j'ai rapidement commencé à parler de ce que je faisais sur LinkedIn. Et on va dire donc c'était on va dire en juin 2020. Et dès octobre-novembre, comme j'ai commencé à être contacté par des entreprises pour faire la même chose de ce dont je parlais sur LinkedIn. Donc j'ai créé ma structure en novembre. Et on va dire de novembre à juillet, quand je suis arrivé en juillet et que ma boîte a disparu, j'étais full-time et j'avais suffisamment de missions pour travailler. Donc il n'y a pas eu de moment où j'ai eu de stress parce que ça s'est fait. J'avais 1 an, donc j'avais du temps, j'ai commencé à travailler. Et plus ça avançait, plus j'avais de travail. Moi j'avais de temps, mais plus j'avais de travail. Et au moment où ça s'est arrêté, j'étais à temps complet. Donc ça s'est fait vraiment de façon super smooth. Je me suis jamais vraiment posé de questions parce que Ouais. ça s'est fait vraiment naturellement. Et il y a un truc important que tu as dit, et je m'en souviens assez bien aussi de cette époque. Tu faisais partie des premiers vraiment qui postaient beaucoup sur LinkedIn. Toi, j'ai l'impression que c'était un de tes vraiment le réseau où tu as décidé d'investir. Est-ce que c'était une stratégie? Est-ce que c'était juste sincère? Tu t'as découvert Airtable, tu t'es pris de passion, tu as commencé à mettre des choses. Est-ce que, tu vois, derrière, tu t'es dit c'est comme ça que je vais trouver mes clients? Ou est-ce que... Le fait est que LinkedIn, alors, m'a apporté, on va dire, mon premier vrai client, mais au final, surtout sur la première année, même les 2 premières années, c'est pas ça mon canal principal d'acquisition. Je pense D'accord. qu'il y a eu d'autres types de canaux. Il y a eu les agences. Je pense que j'ai bossé avec des agences qui m'ont apporté pas mal de clients. Euh, un autre point, c'est que j'ai quand même été assez actif sur No Code France. Très Oui. rapidement, euh, j'avais mis en place la stratégie de je réponds à toutes les questions, un petit peu ce Mm. qu'a fait aussi beaucoup Lilian un petit peu par la suite Ouais. et que beaucoup de gens font. Ça permet d'être rapidement identifié par des gens qui ont des problématiques sur l'outil. Donc ça, c'est un bon point. Mais Et puis j'avais pas de stratégie. assez vite aussi, je me souviens plus quand est-ce que tu as commencé, mais je pense que ça devait être en 2021, tu as aussi les lives sur Airtable Arena, tous les, Ouais. tu vois, le On Air, tous ces lives, on pourra revenir un petit peu justement dessus, mais c'est vrai que moi je voyais pas mal LinkedIn, mais bon, il y a eu toutes ces choses, et la communauté effectivement qui est importante. Ok, donc c'est un peu tout ça mis bout à bout, quoi. C'est pas spécialement que LinkedIn, mais Non, t'avais je, envie je- quand même de créer du en contenu, fait, ou en ça fait, ce qui se t'apparaît passe, c'est que, naturel? en fait, j'ai une grosse appétence pour tout ce qui est marketing digital depuis très longtemps. Ok. J'ai découvert, je sais pas, Tim Ferriss en 2007. J'ai trouvé ça extraordinaire. Depuis des années, je suivais aussi Marketing Mania. Donc tout ce qui est contenu, tout Mhm. ce qui est marketing, ça me plaît, ça m'intéresse. Et donc D'accord. moi, LinkedIn, je trouvais que c'était faire des vidéos, ça demande beaucoup de temps et tout ça. Mhm. LinkedIn et faire par exemple des articles de blog aussi, ça demande du temps. Moi, je cherchais un truc où je pouvais faire des contenus en one shot, quoi. One shot, mais pas 280 caractères. Et donc LinkedIn, c'était un format qui me paraissait assez intéressant pour que je puisse finalement balancer un petit peu mes notes ou mes pensées ou qu'est-ce qui se passait dans ma vie de freelance. Et donc c'est pour ça que je suis resté sur ce média-là. Ouais. Mais je pense qu'il faut trouver un média qui vous corresponde et que Absolument. vous restez dessus, quoi. Absolument, ouais. Et il faut persévérer. Vous, je pense que vous avez eu la chance, on va venir justement à Pierre, mais vous faites partie de cette première génération. Tu mentionnais Lilian aussi, par exemple. Lilian, je me souviens, il le raconte souvent quand on parle de freelancing, comment il était aussi parmi les premiers, par exemple, sur Malte. Lui, ça a été Malte au début, en fait. Il postait pas du tout sur LinkedIn, c'était pas du tout son truc, mais par contre, sur Malte, il a réussi à se positionner, et puis en fait, après, tu as un effet d'engrenage. Quand Malte a commencé à devenir un petit peu... Bon, saturé, c'est pas forcément le mot, mais lui, il est passé plus sur Lilian. Maintenant, je pense que c'est saturé, par contre, mais ça, on va revenir dessus. Et lui, il est passé sur LinkedIn, et maintenant, c'est un peu ça son truc, mais quand il était sur LinkedIn, il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Il y avait toi, déjà, depuis un moment, mais puis lui, après, chacun trouve son ton, mais ça, c'est important, ce que tu dis, de trouver un petit peu son canal, en tout cas, pour ce qui est un petit peu marketing et contenu. Mais alors, du coup, toi, Pierre, je pense que c'est un peu différent, ou je sais pas, est-ce que
comment toi t'en es venu à en faire ton métier, quoi? C'est un peu différent, mais moi en fait j'ai eu 2 déclics qui font que je me suis vraiment lancé en tant que freelance no code. Le premier, c'est le déclic de en fait ça intéresse des gens, parce que pendant des années j'étais là à ce que j'appelais bidouiller sur Zapier dans un premier temps, puis après Integromat, automatiser tout un tas de trucs, je m'éclatais, mais j'avais vaguement envisagé à des moments de proposer mes services pour de l'automatisation, mais j'ai jamais été totalement convaincu qu'il y avait une demande. Et à ce moment-là, j'avais un peu l'impression de devoir créer une nouvelle offre, un truc qui n'existait pas. Et honnêtement, la première fois que j'y ai pensé, ça devait être, je sais pas, peut-être en 2018, et peut-être qu'en fait, à ce moment-là, c'était encore quelque chose de suffisamment nouveau qui faisait que il n'y avait pas vraiment de demande en la matière, et que je me serais peut-être cassé les dents à ce moment-là si j'avais fait. Et 2 ans plus tard, donc après mon burn-out, etc., j'ai découvert via la newsletter de Milan Boigard juste déjà le mot no code et le fait que c'était un univers beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Et à cette occasion, j'ai découvert Airtable et Bubble. Donc je suis très rapidement devenu accro d'Airtable et Bubble un peu plus tard. Donc déjà en découvrant tout cet écosystème autour du no code, je me suis dit, ok, ça intéresse des gens, il y a vraiment un besoin. Donc premier check, mais du coup ça a fait naître une nouvelle question qui est: est-ce que je suis au niveau, quoi? Parce que quand j'avais l'impression de bidouiller dans mon coin, mais que personne d'autre ne le faisait vraiment, je me disais bon, ok, je peux être légitime. Mais là, je découvre ce monde où en fait, il y a plein de gens qui sont déjà là au taquet à échanger, etc. Et moi, à ce moment, j'avais pas l'impression d'être parmi les pionniers. J'avais vraiment l'impression d'arriver à la traîne où il y a tout un tas de gens dans tous les sens qui parlent, qui vivent, qui respirent nos codes. Et je me disais, purée, j'ai loupé le train, et qu'est-ce que je vaux dans tout ça? Après, j'avais à ce moment-là déjà une activité de freelance et je venais de découvrir Airtable, donc j'ai utilisé Airtable pour ma propre activité de freelance. Je me suis développé mon outil de gestion sur Airtable, et comme vous le savez l'un et l'autre, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié, donc j'ai poncé Airtable comme pas possible pendant 4 mois, et Integromat, ce qui fait que à la fin 2020, j'avais déjà un assez bon niveau. Mais est-ce que justement, tu te posais la question de est-ce que j'ai un assez bon niveau? Enfin, t'avais, j'imagine bien, après 4 mois à avoir poncé, effectivement, je pense que tu avais même un très bon niveau, mais est-ce que toi, justement, ce que tu veux dire, c'est que tu avais un petit syndrome de l'imposteur, peut-être de se dire, est-ce que je peux vendre ça ou... Ouais. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait en novembre 2020, donc au bout de quelques mois à bien poncer Airtable, j'ai rejoint la communauté No Code France. Et 2020 ou 2021, non, je sais plus. Bref, mais bon, je pense que c'est novembre 2020, parce que je pense qu'on s'est retrouvés sur le forum au même moment. Moi, je à crois peu que près. c'était 2021, mais bref, peu importe. En fait, okay. J'ai rejoint la communauté No Code France, et à ce moment-là, j'ai eu un peu la stratégie dont tu parlais, qui est de répondre à toutes les questions, pas pour me montrer et dire allez, regardez, je suis bon, mais en fait pour me rassurer dans un premier temps. Pour répondre avant Lilian, surtout. Il y avait un peu de ça aussi, mais en fait c'était hey, il y a des gens qui ont des questions, qui ont des besoins, et je sais répondre. Donc c'était un peu me rassurer sur le fait que, ok, je sais faire des trucs, et au bout de quelques temps, à me rassurer, je me disais, ok, je peux, je pense que je peux me lancer, je pense que j'ai le niveau, et en fait le coup de bol que j'ai eu, c'est que vu que j'étais déjà freelance sur Malte, j'avais un profil, j'avais des avis. Du coup, quand j'ai ajouté, je fais les questionnaires et du no-code, j'ai eu tout de suite beaucoup de demandes, parce que j'avais déjà des avis. Donc du coup j'ai un peu triché, les gens se disaient c'est bien, lui il a des super bons avis, il doit être bon en no-code, alors qu'en vrai j'avais fait 0 mission no-code de ma vie. Mon premier client, avec qui je bosse toujours d'ailleurs, il utilisait Airtable depuis aussi longtemps que moi, mais c'est juste que j'avais plus poncé l'outil que lui, j'avais un peu plus de structure aussi, et je l'ai aidé comme ça, j'ai commencé et je continue depuis. Et en fait, voilà, j'ai eu cette chance d'avoir une sorte d'appel d'air qui fait que j'ai jamais eu vraiment besoin de prouver ce que je savais faire, puisque ça s'est fait un peu... C'est hyper intéressant, tu vois, le point que tu soulèves un peu de ce syndrome de l'imposteur et tout. On le voit beaucoup maintenant, évidemment, là, je veux dire, parce que maintenant, il y a
des gens qui sont identifiés, vous, moi par exemple, comme étant expert de certains outils ou formateur, etc. Donc forcément, il y a des nouveaux qui ont moins, alors que pourtant des fois, je vois des gens qui ont des très bons niveaux, des gens qu'on a formés ou des gens dans la communauté, mais qui ont ce syndrome de l'imposteur. Mais ce qui est intéressant, ce que tu soulèves, et je serais curieux de savoir, Julien, toi, si tu as un peu ressenti ça, c'est qu'en 2019-2020, au tout début de la communauté No Code France, un peu de ce mouvement, bon, évidemment, ces outils ils datent d'avant, mais il n'y avait pas forcément de référence, il n'y avait pas forcément donc tout le monde pouvait un petit peu, et je dis ça, je trouve que c'est pas un problème, de se proclamer un petit peu expert. C'est-à-dire, il faut ne pas toujours avoir peur aussi, et puis un peu se lancer. Je sais pas, toi, Julien, comment tu t'es senti au début quand tu t'es dit, ok, je vais commencer à faire des missions sur Airtable, Moi, déjà, j'ai toujours été assez transparent avec mes clients sur le fait de ce que je connaissais et de ce que je ne connaissais pas. Mais le fait que les outils no-code sont bien faits et donc la courbe d'apprentissage, elle est généralement très rapide, enfin assez rapide. Alors, concernant le fait de devoir être très bon, il faut savoir que moi, j'ai un de mes clients qui vend lui-même du Airtable. C'est-à-dire qu'il n'est pas très bon dans Airtable. Par contre, il a du réseau, il a une vision business extrêmement bonne, et donc il va se construire des petits outils très très simples sur Airtable, donc qui ne nécessitent pas un très bon niveau. Par contre, il va savoir quoi en faire, à qui les vendre, à quel prix, pourquoi. Et donc, je pense que le niveau technique est une chose, c'est nécessaire pour certains types de clients qui ont des besoins de créer une base de données, avec une architecture, avec plein de choses très complexes. Mais, savoir faire des formulaires qui poussent dans une base Airtable et qui centralisent la data, il y a certains clients qui ont juste ce besoin-là et ça leur révolutionne la vie. Donc, vous pouvez être pas expert, mais juste vous connaissez les outils, vous savez juste faire 2-3 formulaires, vous savez écouter les gens et les besoins qu'ils ont, vous avez un peu de réseau, c'est bon. Et après, vous apprendrez avec l'expérience. Je vais juste rebondir avant de te donner la parole, mais franchement, tu amènes un sujet hyper intéressant, on va creuser un peu là-dedans. Mais moi, je trouve que c'est OK d'être juste un peu meilleur que la personne à qui on vend ses services, quoi. C'est le syndrome de l'expert Fnac. C'est le syndrome de l'expert Fnac. Il est juste expert un peu plus que toi. Ouais. Pour être expert, il faut être juste un petit peu meilleur que les gens qui sont en face. C'est ça. D'ailleurs, ce mot expert, il n'est pas toujours... Je trouve que moi, ce que j'apprécie, c'est la transparence, comme tu dis. Tu vas te dire, si tu sais faire quelque chose dont quelqu'un a besoin, voilà, bah, ça suffit pour qu'il y ait une prestation. Expert, pas expert, c'est pas très grave. Oui, Pierre. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Je voulais juste rebondir un peu. Moi, j'ai l'habitude de dire que, notamment dans des missions Ops sur Airtable, Make, etc., pour moi, la valeur ajoutée, c'est 80% d'intelligence business, de consulting, en fait. Comprendre le besoin, articuler la bonne solution, etc., et 20% de compétences techniques. Donc, c'est ce que tu dis, Julien. En fait, il n'y a même pas besoin d'être expert ou experte techniquement, parce que des fois, juste l'intelligence business, la compréhension des besoins du client font la différence dont le client a besoin. Et après, effectivement, faut aussi pas non plus mettre les gens sur un piédestal. Enfin, parce que on disait, c'est vrai que ça peut paraître un peu impressionnant, intimidant de voir des figures dans la communauté qui ont l'air de savoir beaucoup de choses, qui sont très visibles, qui prennent beaucoup la parole. Et même si, que ce soit toi, Julien ou moi, on n'est pas là pour... notre but, c'est pas d'étaler notre savoir ou d'écraser les autres, c'est juste, on est passionné d'un truc, on a avant tout envie de le partager et d'aider tout le monde à progresser ensemble. Mais on sait que c'est pas forcément toujours perçu comme ça, mais on n'est pas non plus, on n'est pas des dieux de Airtable ou de Make ou de je ne sais quoi. On fait plein d'erreurs, on apprend tous les jours. Et vous avez appris en faisant, en répondant aux questions. Enfin là, tu vois, donc déjà en 20 minutes comme ça, vous avez raconté vos parcours. On comprend quand même qu'il y a quelques années, si je caricature un petit peu, vous avez découvert ça. Comme les gens qui sont peut-être là aujourd'hui, ils peuvent se projeter et être au même niveau que vous dans quelques années. Si après, il faut aussi avoir un peu cet état d'esprit, il faut le vouloir. Mais voilà, mais c'est vrai que sur la partie technique, je trouve qu'on a un petit peu, et c'est sympathique, il y a un petit peu de compétition et de surenchère sur la technique dans la communauté, mais même en général dans la vie, on valorise vachement les... Or, pour
spécifiquement, en tout cas, les compétences, on va dire, de conseil, de consulting. Je sais pas, vous me direz d'ailleurs, dites-moi le mot que vous utilisez vous, pour vous décrire votre métier. Mais j'aimerais qu'on creuse justement sur ce que vous disiez, sur ces compétences de analyse du besoin, recueil du besoin, comprendre ce que le client veut, etc. Il se passe beaucoup de choses avant même de mettre les mains dans Airtable, quoi. Alors, Ouais, Julien. par rapport à, pour faire le lien avec ce qu'on est en train de dire, je pense que chaque client a des besoins très différents. C'est-à-dire que si une boîte pilotée par une ingénieure qui sait scripter vient vous voir pour transférer des choses qui étaient sur des Excel avec des scripts dans Airtable, c'est très différent. Et peut-être que la boîte fait 50 personnes, c'est très différent que d'une petite PME de l'agroalimentaire où personne ne pige rien. Mais voilà. Et les compétences qui vont être demandées vont être très très différentes parce que les dynamiques vont être très différentes. Dans un premier cas, généralement, la personne sait plutôt ce qu'elle veut. Elle veut juste savoir qu'est-ce qui est faisable avec Airtable, est-ce que c'est faisable ou pas, et voir tu déploies ou même tu la coaches et puis elle fait. Par contre, de l'autre côté, ça va être la révolution et ils savent même pas ce qui va être faisable avec les outils. Et dans ce cas-là, tu vas avoir le business va être vraiment énormément impacté. Il y a des cas où le business est très impacté, des cas où le business n'est pas très impacté. Donc c'est là aussi où il y a des fois où on demande beaucoup de compétences techniques et d'autres où il n'y a pas du tout de compétences techniques, mais c'est juste de l'accompagnement à la révolution que va être le déploiement d'Airtable. Et j'ai oublié ce que tu venais. Ouais, non, comment tu présentes? Juste pour savoir, je suis curieux. Est-ce que tu dis que tu es freelance Airtable? Est-ce que tu es consultant? Est-ce que tu es. Je sais quoi le mot que tu utilises? Expert, peut-être? Je sais pas. Non, je dis pas expert. Ouais. Consultant. Ouais. Je pense que c'est un mot qui est un peu générique, mais je trouve que c'est celui qui décrit quand même le mieux les compétences qui sont nécessaires pour accompagner des clients sur des sujets d'organisation, de base de données, etc., quoi. Je sais pas, toi, Pierre, tu te présentes comment? Ouais, moi, je me présente comme freelance no-code ou développeur no-code. Je suis d'accord sur le fait que consultant est très adapté pour représenter un de mes métiers, qui est le métier des ops, Airtable, Make, etc. Après, moi, j'ai une autre casquette aussi. Je fais des applications web avec Bubble. Et là, y a quand même une beaucoup plus grosse part de développement. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'intelligence business, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de consulting, etc. Mais c'est plus au début, dans la phase de conception ou à quelques points précis. Donc c'est pour ça que j'utilise plus freelance, développeur. Mais c'est pas parce qu'il y a ce champ du no-code qu'on fait tous le même métier. Il y a des gens qui font des ops, des web apps, des apps mobiles, des sites web. Ce sont des métiers très différents et même là-dedans, il y a beaucoup de nuances différentes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus portés sur la technique, certains qui sont beaucoup plus portés sur le business, d'autres sur le design. Enfin, il y a vraiment de tout. Et c'est pour ça qu'on a des métiers différents, qu'on exprime aussi avec des sensibilités, en mettant l'accent sur différentes choses. C'est pour ça que, déjà pour moi, dire je suis meilleur ou moins bon que telle personne, ça veut rien dire parce que il n'y a pas d'échelle absolue qui permet de gérer, de mesurer toutes ces choses-là. Mais en plus de ça a pas beaucoup de sens. C'est pas très pertinent parce que on se construit chacun, on va dire, sa propre ère de compétences où on va petit à petit apprendre à exceller. Et c'est ça qui est important. Et vous disiez tout à l'heure, faut être juste un peu meilleur que le client. Et en fait, je sais même pas, l'important c'est d'avoir des compétences complémentaires. C'est sûr que si vous vendez une prestation Airtable et que c'est le client qui est obligé de vous expliquer ce que c'est qu'une relation dans une base de données relationnelle, ça va être compliqué. Mais il n'y a pas besoin de maîtriser toutes les subtilités des scripts Airtable ou de comprendre sur le bout des doigts comment fonctionne une API, etc. pour avoir une valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous diriez qui sont les trois compétences, on va dire, les plus importantes pour bien pouvoir accompagner des clients sur, parlons surtout plutôt d'Airtable et de Make, d'automatisation, quoi. C'est quoi vraiment les trois choses un peu générales, et à votre avis, qu'il faut avoir, quoi. Après, avec la proportion, ça dépend, mais je sais pas, c'est un peu abstrait comme question peut-être, mais je sais pas, Julien, qu'est-ce que tu dirais un peu intuitivement comme ça? Une vision système, un petit peu
de ce que c'est qu'une organisation. Parce que ce soit les automatisations, c'est quoi? C'est il y a des blocs avec des entrées et des sorties, et puis ça va d'un système à un autre, système à un autre. Donc ça, c'est comme ça que sont les automatisations, c'est comme ça que ce sont les processus dans une entreprise. Et donc, savoir schématiser ce qui se passe dans l'entreprise avec donc cette capacité d'abstraction un petit peu, de se dire, bon, il y a des entités, certaines gèrent tel ou tel type de data, et puis telle donnée doit aller à tel endroit quand il se passe telle chose. Voilà, et schématiser ce genre de choses, il faut être en capacité de faire ça, et moi je résume ça à savoir, avoir cette logique système quand on regarde n'importe quoi en fait. Ouais, et en particulier une organisation, une entreprise. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, système. Et tu vois, je trouve que on le voit un peu dans la communauté, les gens qui viennent plus du monde de l'IT, donc des systèmes d'information, ont en général, tu vois, cette vision que tu décris. Voilà, il y a des gens à qui je pense, je sais pas, Xavier par exemple, les gens de la communauté reconnaîtront. Mais voilà, tu vois, pour moi, clairement, ça fait une différence. Noam aussi. Enfin voilà, c'est des backgrounds qui aident, à mon avis, à avoir un petit peu cette manière de penser que tu décris. Je sais pas, toi, Pierre, qu'est-ce que tu vois comme mon premier point, compétence c'était l'analyse qui rejoint vraiment quasiment point par point ce que dit Julien, justement sur la réflexion logique, être capable de visualiser, mais aussi sur, on va dire, presque des capacités d'audit, de vraiment comprendre comment ça fonctionne, on va dire, révéler les processus. Normalement, un bon consultant, une bonne consultante, à la fin d'un rendez-vous client, est capable d'expliquer au client ses processus mieux que lui-même ne saurait les formuler. C'est un peu le test. Alors chez Mathis, ça se passe pas toujours comme ça, mais normalement, en comprenant ce qu'on nous dit, en posant les bonnes questions, en visualisant, en reformulant, on doit être capable d'expliquer à la personne, ok, voilà ce que vous me dites, et à partir de là, pouvoir commencer à avancer. Donc cette analyse est essentielle pour moi. En deuxième point, je mettrai la communication, c'est bête, mais savoir communiquer évidemment sur soi, ce qu'on est capable de faire, si on veut vendre, ça peut servir. Savoir communiquer sur son avancement, il suffit pas de faire, il faut aussi communiquer. On n'est pas en train de s'amuser dans son coin à faire un jouet et on passe au suivant. On est en train de développer un outil qui sera utilisé par des personnes au quotidien, ou pas forcément au quotidien, mais et voilà, cet outil, il doit être suffisamment facile à utiliser, il doit y avoir un mode d'emploi, il faut que les personnes se l'approprient, parce qu'un outil, des fois, ça peut faire peur. Et le troisième point, c'était l'humilité. Si vous êtes convaincu de tout savoir, c'est que vous ne savez pas encore ce que vous ne savez pas. Voilà, c'est tout. Donc de l'humilité face à ce que vous savez, de l'humilité face à vos solutions. Une solution n'est jamais parfaite, c'est toujours un compromis. Donc si vous avez l'impression que votre solution est parfaite et sans faille, c'est pareil, c'est qu'il n'y a pas suffisamment le recul et l'expérience. Hein. C'est pas quelque chose d'inné, ça vient aussi au fil des missions, des projets. Mais il faut comprendre que quand on fait un choix technique, c'est un choix. Même si on n'en a pas toujours conscience, il faut voir quels sont les avantages, les inconvénients. Donc tout ça demande de l'expérience, mais en tout cas, ce qu'on peut avoir dès le jour 1, c'est l'humilité de se dire, ok, là j'ai un doute, là je ne suis pas sûr. Des fois, on se dit, c'est un petit doute, ça passe. Des fois, on se dit, c'est un gros doute, je vais demander à la communauté. Mais c'est important et ça, c'est valable pour une personne qui débute, tout comme pour nous, qui commençons à avoir un peu de bouteille. Toujours remettre en question ce que l'on fait. Moi, j'ai eu des échecs, j'ai eu des projets. Le client me demande de développer quelque chose, je le développe. Sur le papier, ça répond tout point au cahier des charges, je vais même un peu plus loin, c'est une belle mécanique bien huilée, mais le produit a jamais été utilisé. Le client l'a immédiatement mis sur l'étagère parce que trop compliqué, parce que plein de petits points qui correspondent en fait pas exactement à son fonctionnement ou ce qu'il attendait, etc. Alors c'était en partie de sa faute parce qu'il a jamais répondu à mes nombreuses questions. Donc j'ai été un peu j'avançais un peu à tâtons dans le noir, mais disons que même en maîtrisant techniquement et même d'ailleurs avec une bonne analyse, on peut se planter si on fait pas gaffe et si on n'a pas un peu cette humilité de se dire
ma solution n'est pas bonne dans l'absolu, elle n'est bonne que dans le contexte du client. Si elle n'est pas utile au client, elle est nulle, peu importe à quel point elle est parfaite techniquement. Super intéressant. Sur ce point de justement vraiment précis de un peu là ce que vous avez évoqué tous les deux, d'analyse, de système, etc. Est-ce que vous avez ça depuis parce que vous avez fait des écoles d'ingénieurs? Est-ce que vous l'avez acquis après? Et ma question un peu sous-jacente, c'est comment faire pour des gens qui là se forment aux outils no-code pour acquérir ça? Parce que formation technique, etc., c'est bien, mais ça, c'est les choses qu'on vient d'évoquer. Comment après ça, apprendre ça, et comment est-ce que vous les avez acquises? Julien, je sais pas si tu voulais dire autre chose aussi avant, mais c'est... Alors, bon, je vais répondre à la question, mais je pense que je suis mal placé pour essayer de savoir, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les maths, j'ai toujours aimé les données, j'aimais pas l'informatique en école, mais bon, j'ai quand même suivi des cours d'informatique, donc on m'a expliqué ce que c'était qu'un langage objet, et l'abstraction n'a jamais été une problématique pour moi. Donc c'est vrai que je pense qu'il faudrait trouver quelqu'un qui mais ça, n'est pas ingénieur. Ça, c'est des sujets techniques, tu vois, mais tout à l'heure, quand tu parlais de cette vision un peu système, etc., tu vois. Ah oui, mais c'est des capacités d'abstraction qui sont en lien aussi avec le fait d'avoir fait des maths et des choses comme ça, où on parle d'objets qui n'ont aucune réalité, mais on parle d'une matrice, tu fais « Ah ouais, ok, une matrice. Okay, puis ça fait ça. Ok, très bien. Tu acceptes ces choses-là et puis tu peux être dans ce monde d'abstraction et limite ça te plaît parce que tu peux jouer avec ça, quoi. Oui, je te rejoins assez. Enfin, c'est difficile de dire est-ce que je suis comme ça parce que je suis ingénieur ou est-ce que je suis ingénieur parce que je suis comme ça. Il y a sûrement un peu les deux qui se sont nourris. Moi, c'est pareil. J'ai toujours été très analytique avec une bonne capacité d'abstraction. J'ai toujours adoré les maths quand j'ai commencé à faire de l'informatique vraiment très abstrait, du code, du camel, etc. Enfin, je m'éclatais beaucoup à faire tout ça. Et c'est sûr que ça a aidé. Et puis après, j'ai fait du conseil, j'ai fait un MBA. Enfin, c'est des choses qui ont aussi nourri ma capacité d'analyse, mais aussi ma compréhension business de comment ça se passe. Et puis le fait d'être entrepreneur aussi, de voir les différents aspects d'une boîte. Ouais. Mais je pense qu'on peut faire aussi sans cette grosse approche systémique. C'est-à-dire que elle est intéressante quand tu veux faire des gros systèmes. Mais si j'en prends l'exemple initial avec juste un formulaire, une table et déjà aller récupérer des feedbacks de plein d'endroits différents parce que tu as des gens sur le terrain et ne serait-ce que centraliser de la donnée avec un formulaire, bah déjà, tu as beaucoup de value. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir une approche systémique, c'est juste, tu sais que ça existe et puis hop. Bien sûr, mais tu vois, le truc justement qui est intéressant, ça va être le sujet qu'on abordera après. Aujourd'hui, est-ce que ça suffit, tu vois? Parce que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup maintenant des gens qui savent faire ce que tu décris Là, je parle pour faire un. Il y a beaucoup de boîtes. Ouais. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de boîtes. Et moi, je dis toujours, toute boîte avec des Excel à l'intérieur est un potentiel client pour. Alors, je parle pour Airtable. Je parle pour Airtable et Make. Il y a d'autres thématiques, mais sur ma stack, elle est, je trouve, assez facile à vendre. Parce que des boîtes qui sont pas contentes de l'organisation avec les Excel et comment ça fonctionne, mais il y en a des milliers. Alors j'allais dire, on peut être... Et puis ce qui se passe aussi, c'est que quand tu prends un client sur Airtable, tu le gardes. Il va avoir besoin de toi pendant des mois et des mois et des années. Donc je considère qu'il y a de la place pour tout le monde. On pourra en revenir. Il y a des stratégies. Alors, sur les compétences, pour revenir juste, c'est en lien avec ça. Ouais. Sur les compétences à avoir, donc parler de compétences techniques, juste, alors, montrez-vous aussi. Dites-vous que vous existez, simplement. Intéressez-vous aux gens, posez des questions, contactez des gens plus seniors, posez-leur des questions, parce que... et montrez ce que vous faites. J'allais dire, pas besoin d'être super fort, montrez juste des choses que vous avez faites et ça vous restez dans la tête des gens. C'est un petit peu le niveau, il y a LinkedIn, mais montrez ce que vous faites. Oui, partout sur le Code France, sur Twitter, les canaux existent. Et il faut savoir quelque chose aussi, c'est-à-dire que moi, je suis pas la meilleure personne pour parler à un débutant. Parce que je vais zapper des choses, je vais aller trop vite. Si vous avez 2 mois d'expérience dans Airtable, vous êtes le meilleur pour parler aux gens qui sont débutants. Parce que vous allez parler avec quasiment
parce que vous savez ce que vous avez appris depuis 2 mois. Donc, j'allais dire, en termes de limite d'audimat, vous avez peut-être un plus gros audimat potentiel que moi qui, dès que je vais commencer à parler d'Airtable, je vais perdre 99% de l'auditoire. Donc, il faut pas se dire, j'ai pas de légitimité. Faites du contenu. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça, c'est très très vrai, surtout pour la formation aussi, je trouve. Moi, c'est un truc que j'ai réalisé quand on a travaillé avec Lilian sur la formation Make. C'est qu'il y avait des choses qu'il avait appris il n'y a pas si longtemps, et du coup, il les expliquait hyper bien. Mieux que moi, peut-être. Alors déjà, de toute façon, je suis pas un expert Make, mais où j'allais chercher peut-être une manière un peu théorique. Moi, j'aime bien utiliser mon background de dev aussi pour expliquer des choses de manière un peu orthodoxe, alors que lui, il a une approche plus empirique. Mais du coup, lui, il avait compris avec cette manière-là. Donc forcément, ça aide à réexpliquer à quelqu'un de la même manière que toi, t'as compris, quoi. C'est ça, tu parles aux gens qui te ressemblent. Et donc, en fait, si tu viens d'un milieu qui est pas technique, un peu comme Lilian, à la base, il est pas technique, il va apprendre les choses avec une certaine approche. Et quand il va parler de cette approche-là, ça va parler à toutes les personnes qui étaient comme lui il y a 1 mois ou 2 mois. Ouais. Quoi. Donc, c'est... c'est intéressant. Ouais. Sur le sujet de la communication, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, c'est bien de parler aux gens qui nous ressemblent, avec de nous, mais une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'ils vont faire des posts, ils vont parler aux freelances, à la communauté no-code, parce qu'en fait c'est sympa, il y a une émulation, etc., mais ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, moi je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, et si vous envisagez ou si vous lancez en tant que no-code, il y a énormément de gens qui font le même chemin et qui le documentent vraiment sur LinkedIn, et c'est passionnant à suivre, mais c'est pas ça qui vous amènera des clients ou à la marge. Ça dépend quel est l'objectif, parce que moi, dans ce que tu disais, Julien, je voyais 2 choses qui étaient intéressantes. Il y a effectivement quelque chose d'acquisition, etc., de se faire voir, mais tu t'évoquais aussi le fait de parler à des gens plus expérimentés, et ça, c'est aussi pour progresser, quoi. C'est ça que ça fait vachement progresser, de s'exposer, de montrer ce qu'on fait, d'avoir des retours. Avoir du les business. 2, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut savoir que les gens qui sont plus seniors, il y a un moment, s'ils sont freelance, ils ont une bande passante limitée. C'est vrai, ça c'est vrai, mais par contre, je suis assez d'accord avec ce que dit Pierre, c'est qu'il y a aussi, moi je l'ai beaucoup vu dans une autre vie quand j'étais blogueur de voyage, en fait, on postait nos trucs, en fait, on se likait tous les trucs les uns les autres, quoi. En fait, dans la bulle comme ça des blogueurs, mais en fait, personne, il n'y avait pas de gens qui voyaient, enfin, il y en avait un peu, mais là c'est un peu pareil, quand on se poste des choses sur qui sont trop à l'intérieur de notre écosystème, on reste dans notre propre bulle. Certes, c'est cool, on a plein de likes des uns des autres, mais pour trouver des clients, il faut aller chercher ailleurs, quoi. C'est-à-dire que tu l'as dit, Julien, d'ailleurs, je suis vraiment d'accord avec ça, il y a plein de gens, de boîtes qui ont besoin de nos services, et eux, ils sont pas encore dedans, quoi. D'ailleurs, c'est un des problèmes. Je vais donner un bon exemple, parce que je le dis souvent, mais sortez, quoi. Parce que, par exemple, quand j'habitais à Arras, j'ai pris un bureau dans un vieux espace de coworking, dans une vieille maison, quoi. Je suis arrivé le premier jour, j'ai pris un café, il y avait un cabinet d'études en environnement, il y avait un mec qui bossait dans le bâtiment. J'ai passé un quart d'heure à la machine à café, j'avais vendu une prestation. Parce qu'il faut se dire que LinkedIn, c'est pas, même le digital, c'est justement les très bons clients pour commencer tout ça, c'est les boîtes non tech. Et qui sont. Alors après, il faut aller toucher ce genre de structure, c'est une autre question, on peut en discuter. Mais il faut aller, je sais pas, à la chambre de commerce du coin, parler de ce que vous faites à votre oncle, votre tante. Ça marche, ça, la chambre de commerce? C'est vraiment. Ça, c'est une question candide, mais parce que tu vois, c'est un truc, je me dis, ça doit servir à ça, et en même temps, je sais pas comment on fait, je sais pas où elle est, où la chambre de commerce de Paris, tu vois, je sais pas comment. Est-ce que c'est des. Justement, si on en vient un petit peu au business. Je viens de ce monde-là. C'est un peu des microcosmes quand même. Tu as toujours les mêmes gens qui viennent. Ouais. Ça, c'est vrai. Non, moi, je crois beaucoup au côté, genre, dans votre famille, vous avez bien un entrepreneur. Vous avez bien un mec qui a une boîte. Bon, discutez avec lui. Ce mec, il connaît bien 25-30 boîtes. Il y a bien une boîte dans ces 25-30 boîtes qui ont des Excel avec des problématiques Excel. Et c'est ça l'idée, c'est que la grosse stratégie, c'est un peu comme... si vous voulez vendre, ne vendez pas. Si vous voulez vendre, vous allez voir les gens et vous les écoutez et vous discutez d'une thématique. Discutez de la thématique numérique dans la boîte. Juste écoutez. Et
Et c'est tout. Et puis après, et j'allais dire, ce n'est qu'au moment où c'est lui qui va s'intéresser à vous que vous allez apporter une solution. Mais soyez à la base curieux d'essayer de comprendre les problèmes. En fait, c'est ça. Essayez de comprendre les problèmes qu'ont les structures. Et après, vous verrez ce qui se passe. Mais à la base, c'est discuter des problèmes. C'est-à-dire que Et pour s'il n'y a vendre, pas de problème, il n'y a pas de problème. Hein. S'il y a des problèmes, il y a des problèmes. ça sert à rien d'essayer de vendre en première intention. C'est insupportable la plupart du temps pour la personne qui écoute. Moi, je fais le parallèle avec la séduction. Si vous voulez séduire comme quelqu'un, vous n'allez pas lui foncer dessus dans la rue. Enfin, ou alors, Il y en a qui le font, mais c'est pas toujours. oui, mais rarement une bonne idée, jamais. Non, mais ouais, ou alors il faut le faire avec tact et savoir s'y prendre. Mais parce que j'ai pris des cours de séduction dans ma vie. Donc je peux faire des parallèles avec les choses. Et en fait, tu vois les effets repoussoirs, c'est comme trouver un taf. Si tu dis aux gens, je cherche un travail, vous avez du travail, bah, ça fait un effet repoussoir sur les gens que vous venez voir. Alors que si vous commencez à discuter de juste des problématiques qu'ils ont, de comment ça se passe, et ben là, il y a une discussion qui s'engage sans stress. Et à un moment, les choses vont venir. Mais c'est vrai que c'est ça le problème, c'est quand on commence, on a vraiment besoin de travailler. Et donc, on va avoir naturellement envie de pousser. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire, ce qui est très compliqué. Donc, après, tu disais tout à l'heure, sortez, allez voir les gens, etc. C'est parce que toi, tu as la compétence parler aux gens. Moi, c'est une compétence que j'ai pas. Quand j'arrive dans un coworking, que je vais à la machine à café, je ressors avec un thé parce que je bois pas de café. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus de chances de boire un café que de parler à une personne, quoi. Ouais, à moins qu'on m'adresse la parole. Donc, c'est aussi faites avec vos propres. Avec votre nature, avec vos propres forces, vous avez, même si vous n'êtes pas trop à l'aise pour aller voir les gens comme ça dans un cocktail de networking, il y a probablement d'autres choses que vous savez faire, et c'est ça qui est important. C'est comme sur la question de tout à l'heure, est-ce que ça suffit d'avoir vraiment une connaissance de niche business plutôt que d'avoir cette grande vue, donc cette pensée systémique, etc. Après, ça va dépendre du métier. C'est sûr que si vous avez zéro capacité d'abstraction, que vous êtes vous fonctionnez purement à l'intuition, les ops, Airtable, Make, etc., c'est peut-être pas fait pour vous. Ou pas des gros projets en tout cas, quoi. Ou vraiment sur des petits trucs, sur des verticales. Votre truc, c'est la vente, c'est le marketing, c'est les RH, et vous avez vraiment des verticales là-dessus. Mais après, il n'y a pas non plus besoin d'être un génie, d'être capable de visualiser toutes les situations, toutes les données. Enfin, on vous parle d'un truc tout de suite, ok, vous visualisez déjà ça en tant que données. C'est pas nécessaire non plus. On arrive chacun avec nos sensibilités, nos compétences, notre expérience, et c'est largement suffisant, on va dire, pour apporter la valeur. C'est ça qui est le plus important. Il y a besoin quand même d'avoir cette logique de consultant market fit, à savoir qui on est, savoir ses forces et ses faiblesses, et par rapport au marché, qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire que si je suis introverti, bah oui, peut-être que je vais avoir du mal à aller voir les gens. Donc il faut trouver des canaux pour trouver du travail. Ça peut être d'aller discuter avec... Alors, ça peut être de mettre son profil sur Malte si c'est ça qui vous convient, même s'il y a de la concurrence. Ça peut être, j'allais dire, les créateurs de contenu sont généralement de très gros introvertis. Parce que justement, quand tu crées du contenu, tu vas pas parler aux gens. Moi, mine de rien, je suis assez introverti. C'est-à-dire que faire du contenu LinkedIn et que les gens viennent à toi, c'est du luxe. Tu te prends pas de bâche, tu vas pas recevoir de nom. Les gens viennent te voir pour dire j'ai envie de travailler avec toi. Ouais. Au pire, personne ne vient, mais personne ne vient. Tu n'as pas à aller vers les gens. Tu te mets pas en risque. Tu te mets pas en risque. Tu vas pas te prendre de nom. Tu vois. Et donc il faut trouver. Il faut rester qui on est déjà. Se forcer, ça peut pas marcher sur le long terme. Donc il faut être cohérent avec qui on est, utiliser le ton qui vous va bien aussi, et être honnête. Mais juste pour illustrer un petit peu là, ce que vous dites, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre ou savoir, c'est un petit peu en moyenne. Et là, je vous demande un peu, c'est quoi la mission moyenne que vous faites ? Alors là, on va parler plus du côté un peu organisation, donc opération, ops. Mais combien, c'est-à-dire combien de jours, quel type de client ? Est-ce que c'est 3 jours de conseil dans une PME ? Est-ce que
qui t'a caricaturé un petit peu, mais parce que justement, tout à l'heure, c'est vrai qu'on est parti, peut-être que des choses que j'ai dit pourraient laisser croire qu'on est sur des refontes de systèmes d'information, des choses comme ça, ou alors t'évoquais, Julien, aussi des petites missions. Pour comprendre, vous, un petit peu, Julien, peut-être en premier, toi, c'est quoi un peu ton truc typique, enfin, ton client typique, quoi? Le client typique, je vais travailler, je pense, une dizaine de jours par an avec lui. Ok. Il va y avoir 5-6 jours au début, parce qu'il va avoir besoin en fait d'une brique particulière. Ouais. Donc on va créer la brique ensemble. Euh, et après, au long cours, on va rajouter quelques Ouais. petites briques autour. Voilà, ça va être un petit peu ça l'ordre de grandeur du nombre de jours que je vais passer Ok. avec un client. Voilà, c'est ça. Et juste, combien tu factures à la journée, juste pour, enfin, rapidement sur. Je fais facture à la journée et aussi à l'heure. Parce qu'il y a des gens qui veulent. D'accord. Tu vois, quand j'ai un DSI d'une petite structure qui est venu me voir, bah lui, je lui ai dit, on va faire quelques heures de coaching et puis ça va aller. Et puis il est bien avec ça. Je suis vraiment dans une logique, c'est des petites structures, elles n'ont pas d'argent à mettre vraiment dedans. Ouais. Donc j'essaie d'optimiser par rapport au profil que je vois en face de moi et la capacité à faire lui-même. Mais les pas de choses. forfait. Pas de forfait, Non, c'est-à-dire. non, je fais jamais de forfait, moi. Moi, je fais que de la journée. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un truc qui va ressembler un peu à du forfait, à savoir où, si je pense que je vais mettre 6 jours pour faire quelque chose, je vais mettre 10 jours. Et je vais dire, bon, bah, je pense que je vais le faire en 6 jours, mais ne vous inquiétez pas, il y aura plein de trucs à faire et on fera les 10 jours. Il n'y a pas de souci. Alors, peut-être que je maximise pas d'un point de vue business et d'un point de vue argent ce que je pourrais faire, parce qu'effectivement, je devrais pouvoir. Mais, enfin, je suis pas comme ça. Enfin, Le confort voilà. aussi de. Et toi, Pierre? Alors moi, c'est difficile parce que là, sur l'année 2023, en gros, j'ai fonctionné surtout avec 3 gros clients D'accord. qui m'ont voilà, occupé la majeure partie de mon temps et quelques vraiment petites missions à droite à gauche. Aujourd'hui, je fonctionne quasiment que avec des clients existants qui du coup Est-ce un que peu toi, à tour de rôle m'occupent. est-ce que tu préfères ça? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est juste ça s'est fait comme ça? Est-ce que toi, t'aimes bien plutôt t'investir dans quelques clients ou enfin, tu vois? Je préfère ça quand ça marche bien. Dans le sens où ça s'équilibre bien, je peux à peu près gérer mes priorités. Là, je suis dans une période où tout arrive en même temps, c'est un peu plus dur c'est un peu plus dur de suivre. Mais sinon, oui, c'est l'idéal parce que ça laisse vraiment une flexibilité dans la manière dont je m'organise et puis en même temps, j'ai cette sécurité. J'ai pas besoin d'aller chercher à chaque fois des nouveaux clients pour boucler mes fins de mois ou de trimestre. J'ai pas besoin de vendre, j'ai pas besoin de me dire ce client-là, est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'il est solvable, etc. Donc c'est vraiment une tranquillité d'esprit Donc les deux existent, quoi. qui vient au bout d'un moment. Après, quand je fonctionnais avec des nouveaux clients, c'était pour une mission Airtable Make, c'était quelques jours. Une mission Bubble, c'est plutôt entre 15 et 30 jours. Et en général, je fonctionne au forfait sur une première mission et au temps passé ensuite. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tous mes clients existants, le premier du mois, ils reçoivent automatiquement une facture sur le temps que j'ai passé le mois précédent et voilà quoi. Donc ça me simplifie en plus toute la gestion administrative. J'ai même besoin de m'occuper de rien, juste de noter mon temps au fur et à mesure. Mais c'est pas difficile justement, peut-être Julien, toi, est-ce que tu as ce problème, un client que tu connais pas la première fois, de lui dire bon bah voilà, vous allez payer autant. Est-ce que, enfin moi c'est un problème que j'ai eu quand je gérais une agence web, mais c'est une typologie de projet un peu différent. Mais en général, personne ne comprend autre chose que le forfait, quoi. C'est-à-dire les gens ils veulent un site web, donc ils veulent un site web pour un certain prix, et ils veulent pas que tu leur dises bah a priori je vais mettre 4 jours, mais peut-être ça sera 5. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, assez chiant, parce que du coup, en général, tu gonfles le prix pour mettre de la marge, pour inclure ton dérapage. Puis des fois, en fait, bah, tout se passe bien, donc en fait, bah, t'as un peu arnaqué ton client. Enfin, mais bon, je sais pas. Le truc, c'est que les gens viennent pour travailler avec moi. Et donc, c'est un rapport de force qui est luxueux, parce que finalement, tu peux imposer tes conditions. Tu peux imposer tes conditions. Voilà. Okay. Donc, et puis, le truc aussi, ce que je leur dis, c'est que je leur vends pas un forfait à 30 jours.
Je leur vends Un 5-10 risque jours. Je leur limité, dis, ouais. bon, le risque, il est limité. Donc, et même parfois, ce que je commence à faire aussi, c'est genre, parce que quand tu arrives dans des structures qui sont un peu complexes, je leur mets 2 jours d'audit, où je leur dis, c'est 2 jours d'audit, et après, je vais pouvoir commencer à parler de quantité de jours, parce que selon la complexité C'est des bien. données, selon selon la quantité de données, la nature des données, le bordel que c'est à l'intérieur, ça peut vraiment impacter fortement le nombre de jours qu'il faut pour faire telle ou telle tâche. Donc, maintenant, quand les structures sont toutes petites et que c'est quelque chose de très simple, je fais pas ces journées d'audit, on commence direct. Quand je sens qu'il y a quand même du process lourd avec plein de systèmes, genre dans l'e-commerce où il y a plein de systèmes différents, là, je mets 2 jours d'audit. Et au bout de ces 2 jours d'audit, sur les 2 jours d'audit, je dis, je vais probablement commencer à construire des choses. Donc peut-être que vous aurez déjà un produit quasiment fini au bout de 2 jours, mais je m'engage sur rien. On fait ces 2 jours, je creuse, et au bout de 2 jours, on verra où on en est, et je pourrais vous dire combien de temps à peu près ça va prendre. Ouais, ça paraît être une bonne stratégie et qui est safe pour tout le monde en fait. Faut juste que les gens comprennent qu'il y a besoin de ces 2 jours, mais qu'ils repartiront avec quelque chose de ça de toute façon. Et après, ça met en place une bonne relation de travail, quoi. Ouais. Moi de mon côté, je me sentais pas forcément suffisamment confiant pour vraiment vendre vendre mon temps variable au début. Donc c'est pour ça que je commençais avec le forfait. Après, l'avantage du forfait, c'est que une fois qu'on a fait une mission au forfait, c'est beaucoup plus facile d'expliquer pourquoi continuer à bosser au forfait est pas forcément souhaitable, parce que voilà, quand ils reviennent avec un besoin, on dit bon alors, soit on fait comme la fois d'avant, on va échanger, je sais pas combien de fois pour finaliser le cahier des charges, que je dimensionne bien tout, etc. On perd 2-3 semaines rien que pour ça. Soit on commence tout de suite, on peut évoluer beaucoup plus facilement, vous payez le juste prix, ça peut être moins ou plus que le forfait, mais au moins je vais pas moi me brider pour dire là il faudrait faire ça, mais bon c'est bon, je commence déjà à arriver au bout du forfait, je peux pas le faire. La confiance est là, je suppose que c'est quand même plus simple après de fonctionner autant, parce que moi je reste quand même persuadé que le temps reste ce qui est le plus juste, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il est le juste pour les 2 parties, quoi. Après, c'est une question de combien on fait payer son temps, etc. Parce que c'est une discussion qu'on a souvent un petit peu là aussi dans la communauté que j'anime là dans le cercle des ops. Il y a aussi un peu cette philosophie un peu très américaine de vendre à la valeur, en fait. C'est-à-dire que peut-être tu vas passer 10 minutes à faire une automatisation, sauf qu'en fait, à la personne, ça va lui économiser 30 000 euros. Donc toi, en fait, t'as le droit de facturer Comme tu dis, le temps me semble être le plus juste, le plus facilement justifiable. Avec mon TJM, si je facture 50% de mon temps disponible, ça va, je vis bien. J'ai pas besoin d'aller chercher plus, en fait. C'est aussi cette logique de mais pourquoi aller chercher plus? Oui, c'est sûr que si je pouvais bosser juste 10% de mon temps pour avoir le même niveau de vie qu'aujourd'hui, c'est tentant, mais en fait, est-ce que ça l'est tant que ça? Je sais pas. C'est pas forcément ma logique, et je trouve qu'il y a quelque chose de sain, en fait, à fonctionner avec je passe du temps, je vous le facture, tout est transparent, et parce que si on vend la valeur, faut qu'elle soit là, quoi. Faut qu'elle soit au rendez-vous, et puis généralement, elle est peut-être difficile à évaluer aussi, cette valeur, a priori, quoi. Enfin, après, tu peux l'évaluer comme il est parti. Notre cher ami Alexis est parti. On a perdu Alexis, c'est pas grave. On n'a pas besoin de lui. non, mais enfin, je suis d'accord sur le. Je suis d'accord sur le fait que la valeur est pas toujours évidente à évaluer. Enfin, soit tu vas vraiment sur une logique de valeur, de mon but c'est de vous aider à faire ça, et tu restes flou sur le contour, mais en fait ça peut être un piège où tu peux te retrouver à faire beaucoup plus que ce que tu imaginais, parce que le client est jamais totalement satisfait. Soit en fait t'es sur un cahier des charges vraiment très cadré, si on va faire ça, et ok, il y a la valeur, mais bon, au bout d'un moment, quand t'as un cahier des charges précis sur voilà quelles étapes j'ai sur, voilà ce que je vais faire, je sais pas, c'est. Alors, mon ordinateur s'est éteint d'un coup. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Un ordinateur portable en plus, donc c'est pas le courant. Enfin, j'ai une batterie normalement. Je sais pas du tout, c'est un peu inquiétant, mais bon, bref. Donc, j'espère que vous avez meublé en attendant. Bon, sinon je ferai un petit montage. Bienvenue parmi nous. Ouais, on a meublé, mais on a aussi dit tout le mal qu'on pensait de toi, donc bon, tu choisiras. J'écouterai après, comme ça.
Du coup, ouais, ça m'a perturbé parce que franchement, je me suis hyper inquiété, quoi. Donc, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Donc, on parlait, oui, bah, de la facturation au temps, etc. Donc, Et de la valeur perçue. Après, ouais. ce qui va changer, c'est est-ce que vous êtes un bon vendeur, un mauvais vendeur, effectivement. Si C'est vous faites surtout ça, honnêtement. Non, mais c'est ça. Si c'est juste à la valeur perçue, bah, ça, c'est très irrationnel et c'est très lié à comment vous allez faire pour que la personne pense que ce que vous allez proposer vaut très cher. Donc, Ouais, après quand on fonctionne au forfait et tout, c'est un peu différent, quoi. C'est-à-dire qu'après, quand on négocie, le bon prix, quelque part, c'est le maximum que le client est prêt à payer c'est et ça. le minimum que vous êtes prêt à faire. Et puis là, on trouve un truc au milieu. Enfin, bon, normalement, tout le monde est content, quoi. Oui, mais Ouais. complètement. Enfin, pas forcément au maximum de ce que le client est prêt à payer, c'est toujours bien quand Non, on a un mais peu de ouais, marge. enfin, Mais oui, c'est... mais, si toi, ton minimum est en dessous du maximum du client, bah c'est bien parce que tu te retrouves au milieu. Enfin, c'est le problème, c'est quand c'est disjoint, quoi, quand les deux. Ce qu'on appelle en négociation la ZOPA, la Zone of Possible Agreement, la zone d'accord possible. Effectivement, Okay. si à un moment, si faire un petit bout de truc pour un client est déjà au-dessus de son budget, ça sert à rien de discuter avec lui. Et malheureusement, ça arrive. Bon. Après, sur ces questions de, enfin, il y a une notion de risque aussi derrière. C'est-à-dire que moi, j'avais un client, il discutait avec son frère, et son frère lui disait, mais pourquoi tu prends Julien à tel prix? Regarde Malte, il y a plein de clients, il y a plein de consultants à 4 fois moins cher. Et mon client disait, non, mais moi, je veux pas me prendre la tête. Je prends quelqu'un de cher pour être sûr que, enfin, ça limite le risque que ça se passe mal. Et voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait, quoi. Oui, et puis Après, le TGM, c'est un prix jour. On s'est pas dit que les personnes mettent le même nombre de jours pour faire la même En chose. plus. bah, c'est ça. Et justement, tu parles de Malte. Venons-en un petit peu justement à j'aimerais bien avoir votre avis. Vous, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais vous, votre opinion, on va dire, votre vue sur le marché aujourd'hui du freelancing, no-code, notamment sur des outils comme Airtable, etc. On pourra faire une petite aparté, je pense, aussi sur Bubble, qui est peut-être un marché un peu différent, mais je serais curieux d'avoir ton avis, Pierre. Mais déjà, là, voilà, quelqu'un qui s'est formé, qui est pas mauvais en Airtable, etc. Est-ce qu'il va... Parce que moi, juste pour vous partager ça un petit peu, d'abord, moi, ma vision, c'est que je sais pas. Il y a eu un moment, il y a eu un petit âge d'or, je pense, où c'était quand même assez facile d'avoir plein de missions en étant un peu. Si t'arrives au bon moment. Là, je commence à rencontrer pas mal de gens qui n'arrivent pas à trouver de mission. Mais j'en ai aussi qui en trouvent. Et donc, je sais pas trop, est-ce que ça fluctue sur Malte, tout le monde, j'ai l'impression, a rajouté Airtable. Tous les mecs qui étaient consultants en transfo digital ou je sais pas quoi ont rajouté Airtable dans leur truc et tout. Vous, c'est quoi un petit peu votre vision? Même si forcément vous êtes déjà établi, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la demande, il n'y en a pas? La demande, il y en a. C'est sûr que sur Malte, c'est de plus en plus difficile d'exister. Il y a beaucoup de monde. Après, j'ai envie de dire, il suffit pas d'être sur Malte, il faut être bien sur Malte, quoi. Il faut avoir une bonne photo de profil, quitte à faire une séance photo avec un photographe. Moi, j'ai fait ça il y a un an. Bon, ça coûte 50, 100 euros, mais au moins t'as une belle photo et pas un truc à l'arrache. Bosser sa présentation, ne pas hésiter à la revoir régulièrement, récupérer les avis clients, même des clients avec qui on a bossé en dehors de Malte, mettre un portfolio, afficher des choses qu'on a faites, est hyper important. Je dis pas juste ça parce que je vais sortir prochainement une app de portfolio no code, mais non, mais enfin c'est vraiment quelque chose d'hyper important de mettre en valeur visuellement, fonctionnellement ce qu'on a fait, la valeur qu'on a apportée. Ouais. C'est pas toujours évident, non, c'est pas facile. Tu t'accompagnes un client, que tu lui mets en place un Airtable, des formulaires, etc. Il y a pas toujours des choses très visibles, quoi. C'est pas toujours montrable, mais tu peux expliquer ce que t'as fait, tu peux montrer une chose, il y a plein de manières de le faire, mais raconter une histoire, c'est toujours possible. Voilà, il y a toujours un storytelling à faire autour. Et voilà, donc il y a être sur Malte et avoir un bon profil Malte, qui sont déjà deux choses différentes. En ayant un bon profil Malte, on commence déjà à se dégager un peu. Après, moi, ça fait bientôt 2 ans que je suis indisponible sur Malte parce que j'ai pas de dispo, donc je peux pas dire aujourd'hui est-ce qu'il y a de la demande. C'est sûr que j'ai aussi des échos qui sont que c'est de plus en plus difficile.
Donc c'est sûr qu'il faut maintenant, c'est pas comme il y a 2 ans où ça arrivait tout seul, il faut aussi prévoir d'autres canaux, mais le besoin est là. Soit des gens qui en ont conscience et qui se disent j'ai besoin d'aide sur Airtable, sur Upload, sur Notion, etc. Soit de le provoquer de plein de manières, et Julien en a mentionné un certain nombre, de faire prendre conscience aux gens que les outils no-code et que votre métier peut leur apporter quelque chose. Et ça, il y a beaucoup d'opportunités, ne serait-ce que pour Airtable, les boîtes qui fonctionnent avec Tableau Excel à Google, c'est une mine d'or infinie. Comment les convaincre avant, je vais te laisser répondre, Julien. Juste, je précise que je mettrai dans les notes de l'émission l'épisode que vous avez fait ensemble, de No Code Talks, où vous avez donné beaucoup aussi de conseils. Vous en avez déjà donné là, merci pour ça dans cet épisode. Mais vous avez vraiment passé pas mal de temps à donner plein de stratégies, comment trouver des clients, etc. Donc, je mettrai les liens aussi. Et pardon, du coup, Julien, c'est quoi toi ta vision un peu là-dessus? Je me dis qu'il y a 2 choses. Il y a le monde digital et il y a le monde réel. Dans le monde réel, à l'échelle locale, c'est comme pour vendre des produits, à l'échelle locale, il y a toujours des magasins qui vendent des produits. Quand vous êtes sur Internet, il y a Amazon, il y a le gros. Et donc, sur Internet, si vous voulez attraper une part du marché, il faut se nicher. Il faut que vous soyez identifié. Soit vous êtes le gros, soit vous êtes déjà identifié de ça, c'est super. Soit il faut que vous nichiez. Alors, comment se nicher? Pour moi, c'est, imaginez, vous êtes à 0, vous n'avez jamais aucune mission, et vous arrivez, par exemple, à accompagner une association, l'association du foot du coin. Bon. Vous avez une compétence, vous avez fait des choses pour une association. Eh ben, plutôt, vous pouvez montrer ce que vous avez fait d'un point de vue technique sur Airtable, mais pour moi, je focaliserai la communication sur l'aspect business, l'aspect de l'activité et qu'est-ce que Airtable apporte et donc pour parler finalement à l'ensemble des associations, parce que c'est ça que vous avez fait et c'est ce business-là que vous avez commencé à apprendre. Et peut-être de tirer le fil du côté associatif ou du club de foot pour que ce que vous allez écrire, peut-être que déjà vous expliquez que vous comprenez le vocabulaire de ce type de métier et des besoins qu'il y a là-dedans. Et donc déjà, c'est un use case que vous pouvez aller montrer à d'autres équipes de foot, que vous pouvez communiquer sur Internet avec le langage. Donc peut-être des gens qui tapent, je sais pas, base de données ou Airtable, foot ou club, vous allez arriver. Donc, pour moi, effectivement, sur un post générique sur les nouveautés d'Airtable ou le nouveau hack, j'allais dire, si je fais un post et que vous avez 10 abonnés et que vous faites le post, vous allez pas être visible. Par contre, vous faites un post sur un truc très particulier ou un business très concret, ça devient beaucoup plus sexy, beaucoup plus intéressant, original. C'est ça. Plus on est petit, plus il faut se nicher et plus il faut être quelqu'un. Donc, j'allais dire, moi, je suis la personne qui a le suite Airtable parce que j'ai voulu. Moi, je me suis niché d'une certaine façon. J'aurais pu être no-codeur. Je me suis dit no-codeur, mais personne qui s'intéresse au no-codeur. Les gens, ils veulent un outil. Donc, je vais m'estampiller Airtable de partout. Comme ça, les gens, ils vont associer Airtable à Julien. Et l'étape d'après, c'est de se dire. Ça va marcher, ouais, voilà. Il faut être estampillé, je sais pas, Airtable, City Commerce, Airtable, association, Airtable. Donc, il faut essayer de comprendre là où est-ce qu'on a un petit peu plus de connaissances que les autres, ou là où on a fait un peu plus de missions, et puis y aller à fond et faire du contenu qui soit thématisé là-dessus, quoi, pour que ce soit intéressant à lire et que ça intéresse en particulier des futurs clients. Et d'ailleurs, cette stratégie ne peut pas marcher que pour une seule personne. Enfin, je veux dire, toi, t'es identifié Airtable égale Julien pour un certain nombre de personnes, mais si demain Sophie se dit, moi, c'est ça que je vise, elle peut aussi se lancer sur la même stratégie et demain, Airtable égale Sophie pour un autre nombre de personnes. Enfin, on est tous quand même dans un cercle relativement restreint. On parle pas à 8 milliards de personnes chacun. Moi, je dirais que pour aller chercher des gens, il y a d'une part la spécialisation. C'est vrai que tu vas sur Malte, il y a 500 consultants Airtable. Enfin, je sais pas, j'invente le chiffre. En revanche, si tu vas consultant Airtable pour les fonctions commerciales, peut-être qu'il y en a 15.
Et en soi, ça donne déjà un énorme facteur différenciant. Donc, l'avantage dans le monde du no-code, c'est que la grande majorité des gens a eu une ou plusieurs vies professionnelles avant ça. Donc, on peut utiliser cette vie professionnelle, ces compétences qu'on a acquises très bon point, pour vendre, pour aller parler à nos anciens collègues, nos anciens boss, et leur vendre des choses, et s'appuyer sur ça. C'est une énorme force. Alors, sauf si, évidemment, votre ancien domaine vous sort par les yeux et vous voulez plus y avoir à faire, c'est possible aussi, mais toutes ces compétences que vous avez acquises ne sont pas perdues. Donc ça, c'est le premier point. Vas-y. Ouais, non, c'est juste pour dire, hein, mais c'est vrai que c'est bien d'utiliser son passé professionnel. Ça peut amener des compétences ou ça peut amener une compréhension d'un milieu. Enfin, je vais prendre un exemple. Notre ami Alexandre Talon, là, qui fait l'agence La Bastide, lui, il vient du monde de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, lui, il s'est dit, je vais faire une agence, à la base, qui va vraiment s'adresser à ce type de structure, parce que lui, il connaît, et c'est quand même un monde qui est assez particulier. Moi, j'ai eu la chance de découvrir à travers Simplon. C'est bien de connaître, c'est bien parce que ça fait du réseau, mais c'est bien aussi parce qu'on comprend le fonctionnement, on comprend les problématiques. Une association, ça ne fonctionne pas comme une entreprise. Des entrepreneurs sociaux, ça ne fonctionne pas pareil. Enfin, voilà, il y a plein de choses, il y a des notions de subvention, il peut y avoir plein de choses différentes. Utiliser ça comme un levier, ça aide à convaincre les gens, parce qu'ils disent, ah bah, lui, il vient du même monde que moi, quoi. Donc, ça a du sens, ouais. C'est aussi de se spécialiser sur un domaine, c'est un secteur d'activité ou sur un métier. Après, l'autre levier, c'est l'évangélisation. C'est-à-dire que on se répète souvent, mais je pense que c'est pas suffisamment intégré, que la connaissance du no-code aujourd'hui, la diffusion au niveau du grand public, des entreprises, etc., est très faible. On est un petit groupe d'initiés. Oui, on est bientôt 12 000 sur le Slack No Code France. Il y a en France, dans la francophonie, des dizaines de milliers de personnes intéressées, passionnées par ces outils no code. Mais c'est rien à l'échelle du tissu économique de la France, de la francophonie. Donc aujourd'hui, quand on dit sur Malte, c'est bouché, c'est saturé, c'est parce qu'on est tous en train d'essayer de pêcher dans le même étang qui est l'étang des personnes qui savent qu'Airtable ou que Webflow ou que Notion ou que Bubble, etc. peuvent leur être utiles. Mais juste à côté, il y a l'océan de toutes les personnes qui ne connaissent pas ces outils, limite qui se fichent des outils, mais qui en revanche ont des besoins. Qui tous les jours vont envoyer le même tableau Excel qui est pas lu, où on sait jamais si on a la bonne version, où il y en a 3 différentes qui se croisent, enfin... Ça, ce sont des besoins qui existent. Il y a des gens qui vont s'embêter à faire des sites web moches sur des outils qu'ils ne maîtrisent pas et qui, du coup, ne vont jamais rien vendre. Enfin, il y a des besoins partout qui existent avec des personnes qui n'ont pas connaissance de ces besoins. Et si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à vous démarquer en tant que consultant Airtable, développeur Bubble ou autre, ben, c'est en allant chercher ces personnes-là que vous allez pouvoir vous démarquer, parce que là, vous serez dans un milieu beaucoup plus grand et vous serez non pas en compétition avec toutes les personnes qui font le même métier, mais avec des personnes qui apportent des solutions aux mêmes besoins. Et là, ça peut être beaucoup plus avantageux, parce que quand vous faites du Airtable ou du Bubble ou du Webflow et que vous êtes en concurrence avec des agences web qui utilisent des outils traditionnels, sur la rapidité d'exécution, sur les tarifs, vous allez être très 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 compétitif. Bien sûr. Après, je suis à la fois 100% d'accord, et en même temps, il y a une réalité que je trouve quand même, c'est que c'est pas facile de convaincre quelqu'un d'utiliser un outil qu'il ne connaît pas encore. Ça, je trouve ça assez difficile, et nous, on est hyper conscient enfin, moi, ça me rend fou maintenant, les gens qui utilisent encore des fichiers Excel, même pas en ligne, quoi, avec le fichier physique sur leur ordi, avec la version 1.2 bis, copie 04, quoi, qu'ils ont envoyé. Et puis la version finale 11.4. Ouais, elle est pas mal aussi, celle. Mais en même temps, le problème, c'est que on leur parle d'Airtable, de Notion, etc. Et en fait, ils connaissent pas, ils ont pas confiance, et ils ont pas. Alors, ça change petit à petit, et puis
Donc tous, là on évangélise beaucoup. Ces outils aussi font du marketing, donc on voit aussi quand même une progression. Et d'ailleurs, ça nous amène un peu peut-être à notre dernier sujet, un petit peu de l'avenir qu'il y a devant nous et de ces outils. D'ailleurs, je vais peut-être embrayer direct sur la question que je posais à Julien sur Airtable, par exemple. Est-ce que tu te sens dépendant d'Airtable, tu vois, en termes de business, et donc du coup des choix un petit peu que eux font au niveau du produit et puis même de leur stratégie? Avec ce choix que j'ai fait d'être, on va dire, all-in sur Airtable et sur Make, on va dire à très court terme, oui, je suis dépendant de cet outil. Après, sur le marché, il y a pas mal d'outils qui sont là et qui ressemblent. Donc, si demain, il y a vraiment quelque chose qui me pose un vrai souci Tu pourrais dans switcher. Airtable, je pourrais switcher, voilà. Mmh. Alors, avec certaines frustrations probablement, Mmh. mais je pourrais switcher. Et du coup, j'enchaîne tout de suite un peu. C'est quoi, toi, ta perspective spécifiquement sur Airtable, mais un peu sur les outils, mais tu vois, un petit peu sur quel est l'avenir, tu vois, là, où on en est, où est-ce qu'on va, est-ce que ça va se développer, est-ce que tout le monde va utiliser Airtable et le mettre dans son CV, est-ce que ça va devenir un petit grand public ou pas? Enfin, c'est difficile de lire l'avenir, mais C'est compliqué. Alors, les nouveaux pricing, d'un point de vue général, j'apprécie les nouveaux pricing parce que je les trouve plus intéressants d'un point de vue progressivité pour les boîtes. D'accord. Donc ça, c'est bon. Donc je me dis qu'ils réfléchissent quand même aux petites boîtes qui vont prendre Airtable et progresser, vu qu'ils ont. Donc le discours de dire ils ne pensent qu'à l'enterprise, d'un point de vue financier, c'est clair. Ils ont besoin de signer des très gros contrats. Mais d'un point de vue value, je trouve que là où ça apporte le plus de valeur, c'est les petites boîtes. on est d'accord. Et chez les grands groupes, ils vont devoir se battre avec des Salesforce et des SAP, et ça va pas être simple. Parce qu'en plus, j'allais dire le côté ultra pragmatique et rapide à mettre en œuvre, c'est quelque chose qui est dans la culture des petites boîtes, qui n'avaient pas d'outils pour de faire ça, et Airtable le permet. Dans les grands groupes, ça les gêne pas de faire des projets de 6 mois avec des réunions tout le temps. Donc, la grosse question, c'est est-ce que la DSI va laisser la place à des Airtable à l'échelle métier, et est-ce que les salariés de ces grands groupes vont avoir l'envie d'aller mettre les mains dans le cambouis et aller jouer avec ce type d'outils? J'en sais rien. Donc, pour l'avenir, moi, pour l'instant, Airtable se complexifie. Alors, donc, effectivement, en termes de prise en main, ça devient plus compliqué. Alors, peut-être que nos clients seront peut-être moins petits qu'actuellement. C'est-à-dire que, et là, c'est quelque chose que je vois un petit peu en termes de tendance. Je commence peut-être à être contacté par des boîtes un peu plus grosses qu'avant. Genre les petites boîtes de 2-3 personnes qui me contactent, il y en a moins. Et ça devient des boîtes un peu plus grosses qui commencent à me contacter. Ça, c'est un fait. Mais parce qu'aussi, je pense que un outil qui se complexifie, il est plus difficile d'accès pour les gens qui n'y connaissent rien et vont intéresser des gens un peu plus experts. Et donc, en fait, j'ai moins de gens qui partent de zéro et j'ai plus de gens qui ont peut-être utilisé Airtable pendant un petit moment et vont avoir besoin d'un coup de pouce à partir parce que ça fait 1 an qu'ils utilisent Airtable ou quelques mois, et ils ont envie d'avoir un regard extérieur. Donc peut-être même en termes de mission, ça va être un peu différent, peut-être plus du coaching et moins de la conception pure. Voilà. Donc voilà, j'ai pas de. Je vois que ça évolue. Mais... C'est intéressant, tu vois, en t'écoutant, en fait, je suis en train de me faire une réflexion, et vous me direz si vous la partagez, mais moi, quand on a commencé dans tout ça en 2019, notre conviction, c'était de se dire que Airtable, ça allait remplacer Excel dans les outils du quotidien, sur le CV des gens et tout. C'est-à-dire que les gens, ils allaient mettre ça comme un outil de bureautique. Or, aujourd'hui, peut-être aussi, je suis un petit peu influencé par les annonces récentes, justement, que quand même ils disent un peu qu'ils s'orientent plus vers les entreprises, même si je partage ton constat, hein. Moi j'adore Airtable, donc ça apporte tellement de valeur à des petits clients à des plus petits, nous en premier, nous on fonctionne que avec Airtable chez Contournement. Mais bref, je me demande si on va pas plutôt, au lieu de comparer à Excel, en termes d'adoption, plutôt comparer à Salesforce, c'est-à-dire
Tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, et Noam l'avait dit déjà en 2020, donc il faut lui rendre quand même encore cet hommage dans l'épisode, je crois, 13 du podcast, un truc comme ça. Voilà, Airtable, c'est le Salesforce du futur, quoi. C'est déjà ce qu'il me disait, à une époque où Airtable ne faisait que de la base de données, quoi. Il n'y avait pas encore les automatisations, toutes ces choses-là. Mais du coup, ça en fait un outil beaucoup moins grand public. C'est-à-dire Salesforce, c'est pas du tout grand public, quoi. Ils ont changé, c'est-à-dire qu'avant, et c'était la logique du PDG, c'était la démocratisation du numérique, et Airtable était un Excel sous stéroïdes. C'était très clair. Ouais, d'ailleurs, c'était écrit sur la page d'accueil. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la démocratisation. C'est vraiment le côté enterprise. C'est le côté connected app platform. Donc, c'est logique d'être en front. Ouais, et donc plateforme. Voilà. Et donc, de quitter. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on quitte la philosophie d'être des builders, tu vois. Et le côté plutôt, on rejoint peut-être le côté intégrateur et le côté genre, il y a ceux qui font d'un côté et puis il y a ceux qui utilisent de l'autre. Et il n'y a pas cet espace de discussion un petit peu poreux qui étaient qui étaient les bases Airtable où on injectait les données des Excel en un clic et après on jouait avec et après, voilà. Et ça, c'est vrai qu'on peut encore le faire, mais ce n'est qu'un élément parmi tout un écosystème avec les interfaces et les automatisations. Donc c'est là, tu vois, où je me dis que peut-être qu'un base row évolutif, à un moment, quand ils vont avoir été... En fait, si un outil devient aussi performant que les bases de données d'Airtable, peut-être avec d'autres avantages, sachant que sur les interfaces et l'automatisation, ils ne sont pas les meilleurs. C'est ça le truc. Ils étaient les meilleurs sur les bases. Et ils ont plugué d'autres trucs où ils ne sont pas les meilleurs. Savoir ce qui va se passer. Et donc, ils ont aussi fait grossir leur boîte, beaucoup de main-d'œuvre pour tenir tout ça. Je me pose la question de comment ça va se passer à moyen terme. Voilà, on va voir. Pierre, un avis là-dessus? Il y a plein de choses que j'ai envie de dire, mais je vais te laisser quand même parler d'abord. Mais non, enfin, je rejoins totalement Julien. Disons que c'est de toute façon difficile de prédire, sachant que ça dépendra énormément aussi de la stratégie et des actions de la boîte elle-même. C'est-à-dire que là, il y a quelques déclarations récentes qui n'incitent pas forcément à l'optimisme, où en gros ils disent quasiment textuellement que les petits utilisateurs et même les clients enterprise petits, genre quelques dizaines de personnes, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse plus. Et disons que tant que ça veut dire que leurs efforts commerciaux et les développements de nouvelles fonctionnalités sont plutôt orientés vers les très gros, c'est pas trop grave. Mais si ça veut dire que demain ils ne feront même plus l'effort de proposer leurs services aux petits avec par exemple des augmentations de prix successives, ben là c'est tout l'écosystème et beaucoup de gens qui vont en pâtir. Et est-ce que c'est si invraisemblable que ça dans le contexte aujourd'hui? Je suis pas certain, parce que on est passé d'une période d'argent gratuit à un moment charrière où maintenant il faut de la rentabilité, maintenant il faut avoir un business model, et parfois trouver son business model, ça nécessite de faire des choix. Et ce choix, ça peut vouloir dire priver beaucoup de gens de leur outil favori parce qu'on cherche à être le nouveau Salesforce, et parce que Salesforce, il se soucie pas de l'entrepreneur qui gère sa petite boîte de 3 personnes sur la table. Ouais, non, bah c'est clair. Enfin, je crois même pas que tu puisses. De toute façon, Salesforce, tu peux pas t'inscrire comme ça sur le site. Enfin, c'est juste, je sais pas, j'avoue, j'y connais rien, mais c'est pas du tout la même démarche. Mais après, c'est vrai que il y a aussi un aspect intéressant, je trouve, là-dedans que tu as évoqué, Julien. En fait, tous ces outils, enfin, certains de ces outils là qu'on évoque, on a pas mal focus sur Airtable, mais pour moi, c'est assez représentatif d'autres outils no-code. On pourrait dire la même chose avec Zapier, qui a rajouté des interfaces aussi et des bases de données. Et en fait, du coup, ça laisse l'opportunité derrière à d'autres outils qui reviennent aux fondamentaux et qui vont se dire, bon, nous, on va faire que les bases de données bien. Est-ce que ça sera Baserow? Pourquoi pas, avec plaisir. C'est un outil en plus qui a la particularité d'être open source, qui est quand même chouette. Côté automatisation, il y a ActivePieces qui essaye aussi d'être open source, de prendre un petit peu le meilleur de Zapier et de Make et même d'un peu de N8N. On est au tout début, hein, c'est trop loin, mais ça ouvre des brèches comme ça, et pourquoi pas, hein. C'est vrai que moi je reste convaincu que, en tout cas, quand on peut passer de Airtable à Baserow sans problème, par exemple, d'un point de vue compétences, c'est pas...
Par contre, Base.ro aujourd'hui n'est pas Airtable. Il faut être aussi juste là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que finalement, ces gros outils qui, à coût de milliards de financement, ont ouvert la voie parce qu'ils ont eu la force de frappe pour développer des gros produits, pour essayer des choses, pour aller les vendre aussi et évangéliser. Du coup, potentiellement, ils vont être petit à petit remplacés ou complétés par des outils beaucoup plus petits qui peuvent, comme tu dis, prendre le meilleur, prendre les enseignements, voir un peu ce qui manque et se concentrer vraiment sur une verticale donnée. Sur quoi vous investiriez, vous, aujourd'hui, si vous découvriez le no-code, enfin le monde, hein, parce que des fois, quand je dis le mot no-code, je trouve que c'est un peu étrange de dire parler du no-code, comme ça, des fois, ça me fait un peu une dissonance cognitive. Mais bon, nous, c'est notre petit monde, mais si vous découvriez un peu cette communauté, ce mouvement, tous ces outils, vous disiez, OK, bon, là, il faut que j'investisse sur un outil, je vais me former, je vais faire que ça, je vais me buter, comme ça, je vais être le meilleur quand cet outil il aura atteint maturité, si ça arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, un peu comme, parce que quelque part, c'était un coup de chance de faire du Airtable en 2017, 2018 et d'arriver du coup en 2020 en étant 2021 très bon. Enfin, c'est un peu les gens qui font du bubble depuis 2015. Voilà, c'est un coup de chance à l'époque. Franchement, ça marchait pas de ouf. Hein. Moi, j'avais testé à l'époque. Bon, moi, du coup, je suis vite retourné à mon code. Mais enfin, voilà. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous diriez? Ce serait quoi le pari que vous feriez? C'est compliqué parce que non mais c'est compliqué parce que quand tu as un écosystème qui est vide, quand tu as un acteur qui fait de l'automatisation ou un acteur qui fait des bases de données, bon bah voilà, tu prends celui-là. Là aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des typologies d'outils nouveaux qui apparaissent sur lesquels se positionner et Non, mais changer la donne. même dans une typologie existante, tu vois, mais un nouvel outil qui, tu te dis, aujourd'hui c'est un petit acteur, mais il peut peut-être dans 3 ans reprendre, tu vois, être pas forcément devenir le plus gros, c'est pas grave, mais tu vois, avoir un business suffisant. Alors, d'un point de vue communautaire, dans la communauté, tout ce qui est, enfin, on va dire la gamme Airtable, SmartSuite semble être celui qui se dégage d'un point de vue, on va dire communautaire. Il y en a pas mal qui disent que c'est Airtable en 2020 ou 2019. Il y a quand même Gareth Pronovost qui s'est lancé sur l'outil, à faire du contenu sur l'outil il y a un an. Même, est-ce que c'est pas parce qu'ils ont arrosé un peu tout le monde d'argent pour dire du bien de SmartSuite? Ils ont dû très fortement arroser, c'est obligé. Moi, j'avoue que j'ai regardé leur première vidéo. Hein. J'ai regardé leur vidéo de présentation. La façon dont ils présentaient la chose, très orientée gestion de projet, ça m'a pas plu directement. Bon. Pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai pas. Donc j'ai pas voulu creuser ça. Par contre, ils ont des features qui sont intéressantes. Après, il y a toutes ces problématiques de comment ça tiendra la charge s'ils ont des milliers d'utilisateurs qui arrivent. Enfin, c'est ça aussi. C'est assez facile d'arriver sur un marché avec un petit truc nouveau. Enfin, ils sont pas petits, mais genre l'âge d'un produit, ça joue quand même beaucoup. Mais alors, effectivement, je sais pas comment je me positionnerais. J'avoue que Pierre, ce serait réfléchir, Julien, ce serait compliqué. Disons qu'il y a un premier sujet, c'est sur quel métier on se positionne. Parce qu'on l'a dit, il y a déjà beaucoup de métiers. Mais là, vous êtes trop compliqué, vous voulez pas vous mouiller, mais. Non, mais après sur les ops, et là pour parler des alternatives à Airtable. Airtable reste un très bon outil. Je le garderai parmi les possibilités. SmartSuite a l'air d'être une alternative crédible. Base.ro a l'air solide aussi, open source, plus limité sur les possibilités, mais assez connectable à d'autres choses. Donc ça peut éventuellement être intéressant. TimeTonic aussi, qui est l'alternative française à Airtable, qui a des bases assez solides et qui a un avantage parmi les nombreux copycats d'Airtable, c'est que ils ont fait un certain nombre de choix diamétralement opposés, quoi. Il y a des points sur lesquels ils ont dit non, mais nous on va pas gérer ça comme ça. Nous on veut développer un autre cas d'usage, un autre type d'interface, etc. Et je trouve ça intéressant. Après on aime, on n'aime pas, mais ils ont l'avantage de proposer quelque chose d'un peu différent. Par rapport à TimeTonic, c'est vrai que moi j'avais un tout petit peu utilisé à un moment, mais
ils tracent leur sillon, ça a l'air de fonctionner, d'avoir du business, c'est super. Et moi, peut-être qu'à un moment, je reviendrai dessus pour revoir comment ça a évolué et tout ça. Mais c'est vrai que je suis pas du genre à aller gratter un peu partout. C'est vrai que je suis assez conservateur par rapport à ces logiques d'outils. Ouais, mais là, justement, c'est plus, là, je vous posais la question, plus dans une logique, tu vois, si vous démarriez maintenant, tu vois. Bien sûr. Bah, Ouais. c'est difficile. Mais après, ce serait une réponse tout à fait acceptable de dire, je démarre maintenant, je prends un outil bien établi sur Airtable, et puis voilà, hein, je veux dire, moi, je crois que je miserais sur WeWeb et Xano, par exemple. D'accord. Voilà, on sort un peu, alors c'est pas des autres. Sur hein, les applis web, moi aussi. mais là, je me dis que c'est quelque chose où c'est le bon moment, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont puissants, qui sont relativement matures, mais il n'y a pas encore beaucoup d'experts, il n'y a pas encore beaucoup, tout est en train de se construire. Donc là, à mon avis, il y a moyen. Mais bon, voilà, c'est un peu, ça resterait un pari parce que WeWeb, même si je les aime beaucoup, peut-être que dans un an ils sont plus là. Je leur souhaite pas du tout. Au contraire, je leur souhaite dans un an d'être très gros. Mais c'est ça aussi le pari, quoi. Ouais, sur les applis web, c'est ce que je sélectionnerais, peut-être Noodle en troisième et Ok. en deuxième et Bubble en troisième, si je devais aujourd'hui commencer. Ouais. Autant j'adore Bubble, mais voilà, leur trajectoire me rend pas ultra serein pour la suite. J'envisage pas pour autant moi de les remplacer dans mes Ouais. dans mes outils. J'adore et je reste confiant sur le fait qu'ils resteront là suffisamment longtemps pour que mes clients ne soient pas lésés, mais ouais, c'est vrai que sur les web apps, un Xano plus Ok. web est très intéressant. Après, c'est pas non plus la même technicité. Après, c'est pareil, la technique ça s'apprend, mais développer des apps sur Bubble et développer des apps sur Xano et Web, c'est pas la même technicité, c'est pas le même Bien sûr. bagage à avoir, c'est pas le même temps de développement non plus. Mais c'est ça qui fait que pour moi aussi, c'est ça qui te donne un avant. C'est pour ça qu'il y a moins de gens aussi qui s'y mettent, quoi. Mais bon, c'est sûr. Après, c'est que chacun fait ses choix, mais c'est intéressant. Ouais. Et sur les automations, là, il n'y a pas de débat. Je resterai sur Make. Point. Non, mais c'est vrai que Make est un outil magnifique qui réussit l'exploit d'être très très puissant, mais en même temps suffisamment accessible au début pour commencer à bidouiller avec. Et tout ça pour un prix dérisoire. Bon, dérisoire quand tu fais beaucoup d'opérations, ça commence à chiffrer, mais tu peux aller assez loin en payant quand même pas grand-chose à Make. C'est vrai, même sur le plan gratuit, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Non, je suis assez d'accord. Moi, tu vois, mec, je suis assez curieux de voir vers où ils vont. J'aurais stratégiquement, on va dire, bon, je suis pas du tout un grand stratège là, mais j'aurais tendance à leur dire de rester vraiment hyper spécialisé sur l'automatisation et de pas du tout faire comme Zapier, justement, qui devient un espèce d'app builder un peu. Enfin, moi, j'adore Zapier, hein, donc je vais pas dire du mal, mais Zapier, je trouve qu'ils font un bon pari sur l'IA. Moi, je pense qu'ils ont raison. Je pense que Zapier, Make ne devrait pas rentrer dans ce jeu-là. D'ailleurs, pour l'instant, ils ont annoncé juste une espèce de bande-annonce un peu minable sur l'IA. Je trouve qu'il n'a aucun intérêt, quoi. Je trouve que Make, il devrait rester à fond sur l'automatisation. On sait que eux, ce qu'ils veulent, bon, c'est des clients entreprises, ça c'est le côté business. Mais voilà, et je pense que c'est là où justement les choses vont se jouer. Est-ce qu'ils vont avoir cette tentation de se diversifier ou pas, de devenir, ou est-ce qu'ils vont rester un outil pointu? Jusque-là, ils n'en ont pas du tout pris la direction, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Enfin, personne n'avait vu venir les annonces de Zapier ou d'Airtable quand ils ont sorti leur table d'un côté, leurs interfaces de l'autre, etc. Donc, on ne sait pas, mais effectivement, plus ça va, et plus je me dis que je préfère un outil spécialisé qui fait très bien ce pourquoi il est fait, plutôt que qui se développe dans tous les sens, où on perd beaucoup de monde en cours de route. Y compris les personnes qui ont grandi avec cet outil et qui le reconnaissent plus trop, quoi. Ouais, non, c'est clair. Malheureusement, je pense que les grands groupes qui sont leurs cibles ont peut-être une autre approche et par exemple multiplier les contrats avec différentes boîtes, je pense pas que ça les intéresse. Ils préfèrent avoir un outil avec un seul contrat et c'est ça un peu aussi. J'allais dire, si Salesforce et les grands groupes sont devenus ce qu'ils sont, il y a peut-être aussi une raison qu'ils ont été un peu formés et sculptés par les clients qu'ils avaient en face, quoi. Et c'est un petit peu ce qui peut arriver. Et c'est vrai que un Make
Genre, le make enterprise, c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, mais si vraiment ils se disent à un moment, il nous en faut, eh ben, s'il y a des grands comptes qui commencent à dire, on veut ça, ils risquent de plier, quoi. C'est ça le problème. C'est vrai qu'il faut se rappeler qu'au début de Salesforce, ils étaient encensés comme étant, oh là, Salesforce, c'est facile. Ah oui, c'était un ils changent, CRM nouvelle génération par rapport à SAP. ils changent complètement, ouais. le jeu. Ils ridiculisent toute la concurrence. Bon, aujourd'hui, les retours qu'on a sur Salesforce, c'est pas que c'est facile. Ah bah non, maintenant c'est devenu le nouveau dinosaure. Tu dois payer des intégrateurs, des machins, c'est tout un tas des consultants à 1 000 € la journée qui viennent te faire des trucs. Enfin, c'est tout un business, quoi. Enfin, comme l'était SAP avant, enfin, toujours SAP. Et ça se d'ailleurs, entretient, parce que les gens qui sont payés 2 000, 3 000 €, enfin, ils sont contents que ça continue comme ça, quoi. Donc, c'est clair, ouais. C'est clair. Et puis les boîtes sont fermées, et puis SAP, ou Salesforce, c'est très reconnu. Les gens vont pas aller prendre le risque de se mettre sur Airtable, même si c'est 10 fois moins cher, mais ça va plus vite et tout, quoi. Enfin, il y a ce côté un peu. Mais bon, ouais, c'est l'ancienneté. Bon, écoute, on verra. On aura cette discussion à nouveau dans 5 ans. On verra si certaines des choses qu'on a dit se sont réalisées ou pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de dire finalement que on attend avant tout l'outil qui saura se satisfaire des makers, des petites entreprises, et qui n'aura pas la tentation d'aller chercher les gros et juteux contrats sur lesquels tout le monde essaye de courir, et forcément il y aura des déçus, hein. Forcément il y a une boîte qui aura des soucis, ou qui même devra mettre la clé sous la porte parce que sa stratégie sur l'enterprise n'a pas marché, ça n'a pas permis de générer suffisamment de contrats, et d'un autre côté ils ont perdu le lien avec les petits. Toutes les histoires ne vont pas forcément se terminer bien. Quelle boîte vous diriez aujourd'hui, peut-être on va finir là-dessus, désolé, franchement, un super long épisode, je ne vais pas vous retenir non plus tout. Mais quelle boîte vous diriez aujourd'hui dans l'écosystème no-code respecte bien les makers quelque part, enfin, respecter c'est un mot un peu fort, mais ou ont pris conscience de l'intérêt des makers peut-être dans leur stratégie et ne regardent pas que du côté entreprise? Aujourd'hui, à peu près toutes, quand même. Disons que, moi, quand je parle de déconnexion, c'est un peu aussi de l'anticipation sur quelle direction ils ont prise, quelle est la dynamique. Le pricing bubble me reste un peu en travers de la gorge, parce que c'est vrai que c'est une rupture assez drastique avec leur précédent positionnement qu'ils ont jamais explicitement reconnu. Et pour moi, en soi, c'est déjà un peu une trahison des makers, mais ils restent très proches de leur communauté. Enfin, les gros outils sont pour la plupart très proches de leur communauté. Ils ont des communautés, des forums très actifs. Ils sont plus ou moins à l'écoute, mais bon, il y a quand même un lien qui existe. Donc pour moi, enfin, ça va un peu de pair quand même, gros outils et lien avec la communauté et les makers, même si parfois les liens se distendent et ça a tendance à diverger un peu. Moi, je suis pas forcément d'accord. Après, bon, je vais pas me faire des amis peut-être en disant ce que je vais dire, mais tu vois, par exemple, je trouve que Make font pas grand-chose pour les makers, tu vois. Enfin, en France, en tout cas, même dans le monde, tu vois, moi, les interactions que j'ai avec des gens de chez Make, en France, bon, c'est que des sales, ils sont intéressés que par les entreprises. À l'international, franchement, tu vois, ils font pas de meet-up, ils font pas de trucs. Ils ont un programme partner, ils développent une académie, des certifications. C'est quand même des choses c'est pas mal. C'est quand même des choses qui sont vraiment ciblées pour les partenaires et pour les makers. C'est pas mal, même si effectivement les points de contact avec Make ne sont pas si nombreux que ça. Ils ont quand même un certain nombre d'initiatives qui vont encore vers la communauté. Ouais, je sais pas, peut-être je suis pas dedans, hein, donc je sais pas, je suis pas hyper. Moi non plus, je suis pas hyper. Mais tu vois, moi, je sais pas, peut-être que je sais pas la marque. Après, j'avoue, peut-être je suis un peu fan, même si je suis pas du tout utilisateur. Je trouve que Webflow, tu vois, vraiment fait des choses pour leur communauté, pour leurs utilisateurs, pour leurs trucs. Tu vois, il y a un vrai truc un peu, une belle image, tu vois, je sais pas, hein, mais qui n'est pas usurpée, tu vois. Ils font des conférences, ils font des trucs, tu vois. Tu vois, la conférence, tout est beau, tous les gens ils sont sympas. Enfin, je sais pas. Bon, après, je suis peut-être un peu biaisé, hein, mais je sais pas. Bon, après, c'est là aussi où nous, on a moi, j'ai vraiment ce truc de maker, même pas, d'ailleurs, j'aime pas trop ce mot de maker, mais on en a pas de meilleur, mais truc de communauté, de passionnés, où il faut pas oublier aussi, tout ça, c'est du business, quoi. Je veux dire, toutes ces boîtes, elles ont levé de l'argent à un moment, elles doivent le rendre à des gens, tout ça, on est réaliste, mais je pense qu'on peut faire les deux, quoi. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, sur Airtable, si tu passes un peu de temps sur Airtable communauté depuis 3-4 ans,
tu te rends compte que il y a quand même beaucoup de gens ultra hardcore, qui aiment le produit, mais ça chie sur l'outil en permanence, sur le fait que personne nous écoute sur Airtable, et pourtant les gens restent. Il y a quand même, il y a une communauté très forte. Donc il y a ce ouais, mais pas de leur fait, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te dis, moi, honnêtement, je considère comme un peu fan d'Airtable. Mais franchement, j'ai jamais d'interaction avec eux. Enfin, ils en ont rien à foutre de nous, tu vois. Les rares interactions que j'ai eues. Ça, ouais. On a eu de la chance au tout début de négocier les $500 de crédit, mais c'est tout, tu vois. Depuis. Mais j'allais dire, si c'est ça, le fait de ne rien en avoir à foutre de nous, et que derrière le produit reste stable, les prix restent stables et on continue à travailler, ça irait. Je me dis, bon, ça irait. J'allais dire, il y a que l'outil reste à distance et que finalement on communique, on discute entre makers. J'allais dire, c'est quand même du business, ils écoutent un petit peu, mais qui veulent pas faire des trucs pour simuler. J'allais dire, No Code France, c'est créé en fait. Et il n'a pas été poussé par un Airtable ou un machin. J'allais dire, c'est l'amour du produit en lui-même qui fait que les gens se fédèrent et font des choses. Et finalement, est-ce que la structure a besoin de pousser vraiment pour que les choses se fassent? L'expérience montre pas tant que ça. Il y en a qui se contentent aussi de ces communautés un peu informelles d'utilisateurs qui se retrouvent entre eux et tout, tu vois. Et c'est vrai, hein, bon, quelque part, après, ça, c'est bien aussi, mais ouais. Mais c'est vrai que l'écoute est pas forcément à son top niveau partout, sur tous ces outils. Après, tu commences à avoir des milliers d'utilisateurs, tu peux pas. Ouais, tout le monde ne peut pas être content et tout, hein, c'est vrai. Hein, tu peux pas écouter tout le monde, mais c'est vrai que il peut y avoir un lien un peu distendu, mais donc l'engagement et l'interaction avec la communauté peut s'exprimer autrement aussi. Ça dépend des outils, mais. Faut que t'as du Salesforce. Hein. Salesforce, ils sont à fond sur la communauté des makers. Hein. Tu peux te former, ils ont un petit nounours marrant pour leur communauté, tout ça. Ah ouais, c'est vrai, j'y connais rien du tout. Ouais. Ah non plus. Enfin, c'est. Mais non, c'est. Ouais. Ah, mais je pense que c'est pas toujours lié au produit, c'est aussi une question d'état d'esprit, d'ADN un peu de la boîte. Hein. Enfin, tous les gens sont pas. Chez Airtable, c'est connu qu'ils sont un peu hors sol, quoi. Ouais. Mais ça, je pense que c'est lié aussi, quand t'es qu'on te dit que t'es l'outil leader, que t'es le futur, je pense qu'il y a un truc qui fait que tu t'as pas les pieds sur terre. Et puis de toute façon, plus tu lèves d'argent et moins tu as le contrôle de ta boîte, et plus ce sont aussi ça c'est vrai. Les intérêts financiers qui vont te piloter. Airtable fait partie de ceux qui ont levé beaucoup. Ah oui, ils ont levé énormément. Hein. Je ne sais pas quel est le fond de la pensée des fondateurs et leaders d'Airtable aujourd'hui, mais disons que c'est pas la seule force qui dirige l'entreprise. Une entrée sur le marché d'ici à 2 ans, quoi. C'est très clairement... ils veulent devenir rentables pour rentrer sur... à la meilleure valorisation. Voilà. Ouais, très probablement. Ouais. Ou être acheté par Salesforce si ça va très mal. Ouais, tu penses que c'est possible? Parce que je sais que Salesforce a des billes dedans. Ils ont mais c'est le président, c'est Marc Benioff qui a des parts de Airtable. Mais je sais pas si c'est Salesforce. Je sais pas. Après, je suis jamais enquêté vraiment là-dessus, mais parce que moi, mon interprétation de ça, quand je sais plus qui me l'a dit, peut-être Noam, c'est que bon, lui, il se diversifie, c'est-à-dire que le mec, c'est le boss de Salesforce. Bon, ça vaut des milliards, mais au cas où, il peut mettre aussi un peu des billets sur les choses qui pourraient devenir un peu concurrents. Mais bon, oui, de toute façon, ça pourrait être. En tout cas, parce que par contre, si je dis pas de bêtises, il y a des gens, peut-être au Will You de Airtable, qui vient de Salesforce, non? Il y a des gens en tout cas de Airtable dans les cofondateurs qui viennent de Salesforce. Enfin, il y a un lien, il y a un truc, il y a un ADN commun, donc c'est vrai que qui regardent dans la même direction paraît assez logique, quoi. Et Noam, qui est un petit peu le papa de tous les consultants no-code ops, a fait du Salesforce avant de faire du Airtable. C'est vrai. Ah ouais, non, mais ça se tient. Il y a un fil. Voilà. Écoutez, c'était super intéressant. Merci pour tout ça. Un long épisode, mais bon, c'est ce que j'avais prévu parce que je me suis dit on avait plein de choses à aborder. On pourrait encore continuer pendant des heures. Où est-ce qu'on peut vous suivre pour les gens qui nous écoutent, vous suivre ou vous contacter, même s'il y a des gens que ça a inspiré? Est-ce que vous êtes OK pour que les gens vous contactent? D'ailleurs, vous avez le droit de dire non aussi. Moi, sur le Slack No Code France et sur LinkedIn. Ouais. Mais on va dire que je réponds plus facilement sur le Slack que sur LinkedIn. Et toi, Julien? Moi, c'est la même.
Sauf que je réponds sur LinkedIn, pour le coup, puisque je suis assez actif sur ce réseau. Moi aussi, je réponds sur LinkedIn, mais sous 2 semaines, quoi. Je mettrai de toute façon... Sous 2 heures, moi. Sous ouais. 2 heures. Je mettrai les liens de toute façon vers vos liens, vers vos comptes dans les notes. Et puis vous avez tous les deux aussi des émissions sur la chaîne Twitch de No Code France. On vous retrouve assez régulièrement, une fois par semaine ou une fois tous les mois. Enfin, ça dépend un peu tout ça. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas. Là cette année d'ailleurs, vous continuez sur le même rythme. Enfin d'ailleurs, tant qu'à faire, autant le dire. Toi, c'est 2 fois par mois, Julien, il me semble. Ouais, j'ai le premier mardi du mois. Je suis tout seul ou à 2, mais généralement tout seul, pour le on-air. Et le 3e mardi du mois, c'est là où on a un petit peu toute la clique, où il y a Pierre, il y a Élise, il y a Florian. Voilà, enfin, on est une dizaine potentielle à venir pour discuter, débattre d'une thématique. Voilà. Et ça, c'est Airtable Arena. Airtable Arena, exactement. Et toi, Pierre ? Et moi, c'est les No Code Talks le premier mercredi du mois à 13h, où j'ai un ou une invitée chaque mois pour aborder C'est qui les prochains ? un sujet. Alors le prochain ou le dernier, selon quand sort cet épisode, c'est Stan pour parler des débouchés du no-code. Okay. Voilà, comment trouver sa voie dans le no-code, quels sont les métiers qui peuvent exister, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on fait du no-code. Bon, c'est bien, ça fait la suite. On fait un film. Voilà, et ce sera pour lui l'occasion de raconter aussi un peu tout ce qu'il a vu pour son documentaire, puisque son documentaire sortira quelques jours plus tard. Parfait, et super. Écoutez, de toute façon, nous, on va se revoir au No Code Summit. Je pense que normalement l'épisode sortira juste avant. Bon, si tout va bien, il sortira dans une semaine. Donc voilà, donc, les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui pourront nous retrouver aussi au Summit, vous serez là tous les 2 jours, j'imagine. Oui, les 2 jours si tout va bien, mais je serai là en tout cas. Et le lundi soir à la fête des communautés, enfin le évidemment, avec mon t-shirt No Code France. Là, je suis pas au courant. T'es pas au courant, mais c'est lundi 9. Le meet-up des communautés. Mais on n'a pas énormément communiqué. Nous, on va le mettre dans notre newsletter cette semaine, donc pour que tout le monde, personne... Il y a eu quelques messages sur Slack quand même. Ouais, il y a eu quelques messages, mais je pense que... Enfin, ça fait plusieurs fois que j'en parle à des gens et qui l'ont pas vu passer, donc il faut qu'on remette un petit coup. Mais voilà, donc on se verra lundi soir aussi, si t'es là, pour le pré-game du Summit. Merci beaucoup à tous les 2, et puis Merci. À très bientôt. Merci Alexis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.